Dans les brumes matinales qui enveloppent les plaines silencieuses de l'Indiana, des vestiges oubliés émergent, témoignant d'une époque révolue dont les secrets défient en toute explication. Là où la terre murmure des récits perdus, des pierres gravées, des tracés submergés et des cavernes sculptées révèlent l'empreinte d'une présence ancienne. Chaque murmure de vent entre les menhirs, chaque écho sous les arches souterraines renvoie à un savoir évanoui, à un monde effacé du souvenir. La science, armée de ses théories et de ses outils, bute contre ces énigmes, frappant le silence insaisissable des origines. C'est dans cette obscurité, entre le tangible et l'inexpliqué, que se dessine l'invitation. Plonger au cœur des mystères antiques de cette contrée, là où l'histoire se tait et l'imagination souffle ses conseils secrets. À l'aube, lorsque la brume caresse encore les vastes plaines de l'Indiana, émergent dans un silence absolu des blocs de pierre dressés comme des gardiens d'un temps oublié. Ces géants de roche, parfois couchés à demi dans la terre meuble, portent des symboles gravés à même leur surface. Lignes courbes, cercles concentriques, motifs en forme d'ailes. On les appelle les glyphes du Hoosier, du nom donné autrefois à ces contrées d'herbes ondoyantes. Les contours des dessins, usés par les siècles, laissent deviner un langage où l'on pressent la présence d'artisans savants, habiles à marquer la pierre de leur vision du monde. À des kilomètres à la ronde, les agriculteurs découvrent parfois ces pierres enfouies sous la terre fraîchement labourée. Les ouvriers de ferme, d'abord surpris, ressentent un frisson à la vue de ces marques antiques. Les symboles, éloquents malgré leur érosion, intriguent géologues et archéologues. Aucun signe semblable n'est répertorié dans la vaste tradition amérindienne connue. Certains se risquent à y déceler des représentations célestes, soleil stylisé, croissant lunaire, tandis que d'autres y voient des chemins sinueux, peut-être des cartes des rivières aujourd'hui asséchées. La datation au radiocarbone n'a pas encore livré de réponse définitive, car ces blocs, extraits d'un banc rocheux voisin, n'ont pas librement livré de matière organique. Toutefois, des fragments de charbon de bois trouvés à leurs pieds, dans une petite fosse, laissent penser que des cérémonies se déroulaient ici, autour d'un feu nourri de résine et d'écorce. Les quelques braises intactes, malgré le passage de plusieurs mille ans, portent l'empreinte d'un rituel sacré, peut-être un appel aux esprits de la terre ou une offrande aux astres invisibles. Le site principal, situé non loin du cours sinueux de la rivière White, est aujourd'hui protégé par une barrière discrète, dissimulée derrière un rideau de peupliers. Les rares visiteurs font le trajet en silence, émus par la densité du lieu. Aucun panneau explicatif, aucun sentier balisé, l'endroit doit rester secret, comme un sanctuaire oublié. À peine peut-on distinguer, sous les branches basses, l'ombre de la plus imposante des pierres, haute de près de 3 mètres, dont la face nord exhibe un réseau complexe de traits entrecroisés. Les chercheurs supposent alors que les glyphes jouaient un rôle de repère astronomique. Les alignements entre certaines gravures et le lever du soleil, lors du solstice d'hiver, ont été relevés par des équipes spécialisées. À l'instant précis où l'astre paraît à l'horizon, une flamme gravée se voit baignée d'une lumière directe, soulignant son fond océanique. Cette coïncidence, répétée chaque année, laisse croire à l'existence d'un calendrier osseux, utilisant la pierre et la roche pour mesurer le temps. Pour les peuples anciens, si l'on en croit des traditions orales rassemblées chez les descendants de la culture Hopewell, l'arrivée du jour le plus court marquait un nouveau début, un pacte renouvelé avec le monde souterrain. Pourtant, les experts restent divisés. Est-ce là un simple hasard géologique amplifié par l'imagination ou un véritable instrument de mesure céleste? Les gravures diffèrent d'une pierre à l'autre, comme si chaque bloc répondait à une date précise ou à un astre spécifique. Certains motifs, circulaires et concentriques, évoquent la course du Soleil autour de la Terre, selon l'ancien point de vue, géocentrique. D'autres, plus sinueux, semblent dessiner des trajectoires moins compréhensibles, peut-être liées à la position des planètes invisibles à l'œil nu. Le mystère s'approfondit à la tombée de la nuit. Les visiteurs munis d'une simple lampe torche disent entendre dans le silence un léger bourdonnement. Ce son, semblable au froissement d'ailes lointaines, s'amplifie lorsqu'on s'approche du centre du cercle formé par 4 pierres réunies. Plusieurs témoignages rapportent un frisson, une impression de présence, comme si la pierre jouait le rôle d'un médiateur entre 2 mondes. Les scientifiques, sceptiques, attribuent ce phénomène à un effet psychoacoustique, un simple écho amplifié par la configuration particulière des blocs. Mais le doute persiste, plus aigu encore dans le cœur des rêveurs.
l'étude géologique révèle une roche calcaire d'une densité inhabituelle, venue des profondeurs du sous-sol, où elle s'est formée il y a des centaines de millions d'années. Les blocs n'appartiennent pas au même affleurement que les carrières locales. Ils semblent avoir été déplacés, transportés, puis dressés ici. L'effort nécessaire à ce travail titanesque fait naître 1000 questions. Quelle technique employait-on pour tailler, déplacer et ériger de telles masses sans outils de métal ? Les hypothèses évoquent dans des traîneaux rudimentaires et des rondins en bois, peut-être associés à des rampes en terre, mais rien ne permet de trancher. Dans les années 1970, un groupe de passionnés créa une association discrète pour protéger le site et organiser des levées de fonds. Grâce à eux, un mince toit transparent recouvre la pierre la plus fragile, permettant de la contempler à l'abri des intempéries. Mais l'accès reste limité. Nul ne souhaite transformer ce lieu sacré en attraction touristique. Les cartes topographiques officielles ne mentionnent pas l'endroit exact, et seules quelques notes manuscrites, passées sous le manteau, gardent la mémoire de son existence. Lorsque l'on effleure du doigt la surface gravée, on ressent un léger creusement, une profondeur qui échappe à la simple usure du temps. Ces cavités minuscules parlent d'une main assurée, lente, qui a voulu imprimer son récit sur la pierre. On y perçoit la présence d'un ancien langage, peut-être alphabétique ou simplement pictographique. Les tentatives de déchiffrement font écho aux premières découvertes d'écriture cunéiforme. Il faut des années pour reconnaître un mot, une forme récurrente, un concept réémergent à la surface. Des artisans locaux, initiés à la gravure, ont tenté de reproduire les motifs sur des blocs identiques pour comprendre le geste du tailleur originel. L'expérience révèle la complexité du tracé. L'outil devait être une pointe de pierre dure, taillée avec soin, usée sous la force longuement appliquée. Chaque coup précis, chaque entaille suggère une main experte, forgée par un entraînement rigoureux. Mais quel sens profond ces éclats de chanka de lumière gravés dans la roche pouvaient-ils porter pour leurs auteurs ? Des légendes amérindiennes, transcrites par les premiers colons, parlent d'esprits de la pierre, d'êtres immémoriaux qui veillaient à l'équilibre de la nature. Les anciens rituels, transmis oralement, évoquaient un pacte avec la terre. En sculptant ces symboles, on offrait une partie de son âme aux forces invisibles. Le motif circulaire, répétitif, rappelait la vie cyclique, tandis que les lignes brisées symbolisaient les chemins imprévisibles de l'existence. Aujourd'hui, alors que la science moderne tente de faire parler la pierre, elle bute sur un mur de silence. Les analyses, poussées et minutieuses, ne peuvent restituer les émotions ni l'intention première de ces graveurs d'antan. Et c'est précisément ce vide, cette absence irréductible qui fascine. Au cœur de l'Indiana, une parole ancienne, inscrite dans la pierre, continue à résister à la compréhension totale. À présent, alors que la lumière décline sur ces pierres muettes et que les ombres s'allongent autour des glyphes, un écho nous appelle sous la surface. Les souterrains engloutis de l'East Fork, gardiens d'un autre mystère, attendent notre descente silencieuse. Lorsque le réservoir de l'East Fork libère ses eaux pour des opérations de maintenance, apparaissent fugacement, entre les reflets changeants, des brèches sombres qui révèlent l'entrée d'un réseau de galeries englouties. Jadis séchés et explorés par des moines missionnaires du XVIIIe siècle, ces couloirs creusés dans la roche calcaire témoignent d'une occupation bien plus ancienne, vestige d'une civilisation oubliée. Les murs lisses, polis par les crues successives, conservent encore des traces de gravures, arcs de cercle, vides triangulaires, encoches disposées en file indienne, dont l'interprétation hante les esprits des spéléologues et des historiens. L'East Fork, avant d'être submergé en 1974, recelait dans son lit asséché d'anciens affleurements calcaires. Les témoignages de la communauté locale rapportent qu'au cours des années 920 et 930, après des sécheresses exceptionnelles, des hommes intrépides descendaient avec prudence dans ces tunnels, lanternes à la main, pour en cartographier les recoins. Ils mentionnaient des salles larges de plusieurs mètres, parfois hautes de 3 mètres, comme si l'on avait voulu tailler des sanctuaires souterrains. Des puits verticaux enfoncés dans la voûte laissaient infiltrer une lumière blafarde, évoquant une volonté de connexion entre la surface et ses profondeurs silencieuses. Les récits oraux collectés chez les descendants des peuples Mound Builders racontent l'existence, avant l'ombre des forêts, d'un royaume souterrain, où l'eau coulait librement et où l'on célébrait des rites de renaissance. Les archéologues, confrontés à l'absence de mobilier funéraire ou d'ossements, hésitent. Le site aurait-il été exclusivement cérémoniel, débarrassé de toute trace organique pour conserver sa pureté ? Les gravures géométriques
disposés à intervalles réguliers, pourraient indiquer des repères rituels, marquant l'emplacement des offrandes. Perles de cuivre, morceaux d'obsidienne, éclats de coquillages dont quelques fragments ont été retrouvés, enveloppés dans un limon fin à plus de 50 mètres de l'entrée. Lorsque le chantier du barrage commença, les ingénieurs relevèrent seulement la présence de ces cavités. Les études préliminaires estimèrent que leur profondeur ne dépassait pas 22 mètres, limitant alors les préoccupations quant à la stabilité de la structure. Pourtant, un compte-rendu technique mentionne, dans des pages confidentielles, un effondrement partiel survenu lors de forage, comme si l'on avait heurté une voûte fragile. Les ouvriers, marqués par l'expérience, parlèrent des scans de chuintement d'eau s'infiltrant à travers des fissures et d'une atmosphère oppressante, presque palpable, qui les obligea à interrompre les travaux plusieurs jours. Au cœur de l'hiver 1973, avant l'inondation définitive, un ingénieur passionné de paléogéographie entreprit une plongée en scaphandre autonome. La visibilité réduite la contraignit à s'orienter au sonar, découvrant des passages secondaires obstrués par des blocs effondrés. Il relata plus tard un vestibule souterrain dont le sol était formé d'un lit de gravier lisse, comme si l'on avait voulu aménager un espace de circulation de l'eau, et non pas seulement un lieu de culte. Des traces de frottement sur les parois indiquaient en an que des charrois rudimentaires circulaient ici, transportant peut-être des offrandes ou des matériaux sculptés. Malgré ces découvertes, la création du réservoir balaya peu à peu les explorations. Les eaux montèrent, recouvrant définitivement l'entrée principale. Quelques plongeurs, plusieurs décennies plus tard, tentèrent d'y pénétrer. À 10 mètres sous la surface, la voûte se rétrécit, forçant une progression en apnée. Les courageux rapportèrent la vision d'un couloir long de 40 mètres, qui se terminait en un cul-de-sac, où se trouvaient empilés d'étranges galets polis. Ces pierres, semblables à des œufs de différentes tailles, semblaient avoir été rassemblées selon un ordre précis, peut-être pour symboliser la généalogie d'un clan ou la succession des âges cosmiques. Les études chimiques menées sur ces galets révélèrent une composition atypique, un calcaire très pur, avec de faibles traces de sédiments glaciaires, suggérant qu'ils provenaient d'un affleurement distant, transporté délibérément jusqu'au site. Comment ces communautés primitives ont-elles déplacé de telles pierres sous la surface, sans outils métalliques ? Les simulations numériques envisagent l'usage de radeaux légers et de cordages végétaux, mais l'effort demeure difficile à imaginer, surtout dans des galeries confinées. Les eaux de l'East Fork, transparentes au printemps, tournent à l'opalescent durant l'été et le mystère gagne alors la surface. Les pêcheurs, tapis sur leurs barques, observent parfois un léger brouillard glissant à ras de l'eau sans cause météo apparente. Certains jettent leurs lignes, espérant attraper la légendaire perche fantôme, qu'on dit liée aux esprits du souterrain. Les anciens du village, réunis lors de la fête de la moisson, récitent encore des chants pour apaiser ses forces, chantant des couplets en langue oubliée, adressés aux gardiens immergés. Les plongeurs modernes, équipés de caméras haute définition, ne rapportent jamais de vidéos exploitables. L'obscurité, renforcée par le limon en suspension, rend toute image floue au-delà de quelques mètres. Pourtant, l'exploration acoustique révèle la présence d'espaces vastes, comme des cryptes sous-marines. Les relevés par sonar montrent des voûtes courbes, semblables à celles d'un aqueduc romain, et des estrades taillées à l'emplacement des amphithéâtres antiques. Mais aucun document historique n'évoque de telles constructions dans cette région. Les géologues, lorsqu'ils étudient ces anomalies, parlent d'un phénomène karstique naturel, où l'eau de pluie a creusé des réseaux souterrains au fil des millénaires. Ils avancent que l'homme n'a fait que remettre au jour des cavernes existantes, agrandissant légèrement certaines sections. Pourtant, l'homogénéité des gravures et la régularité des couloirs forcent l'admiration. On ne saurait attribuer à la nature la précision de ces gravures en chevrons, ni la linéarité parfaite des galeries. Le mystère demeure. Jusqu'où la main humaine est-elle intervenue dans la formation de ces souterrains ? Un autre élément intrigue, des échantillons de charbon de bois, prélevés lors d'une plongée en 2010, ont livré des datations comprises entre 300 et 500 avant notre ère. Cette période coïncide avec l'apogée de la culture Hopewell, connue pour ses monticules et ses objets cérémoniels. Pourtant, la similitude stylistique entre ces tunnels et les grands réseaux de Cahokia, à des centaines de kilomètres, suggère un échange de savoir-faire plus vaste que prévu. Des théories évoquent l'existence d'une route de l'eau reliant divers sites cérémoniels, une voie secrète parcourue par des prêtres itinérants.
En surface, les berges boisées de l'extrudé de l'East Fork conservent dans des vestiges d'anciens sentiers. Lors des basses eaux, on distingue parfois des troncs calcinés émergeant du limon, formant comme un autel primitif. Les dendrochronologistes, intrigués, ont daté ces arbres entre 600 et 800 de notre ère, indiquant que l'endroit servait de lieu de rencontre durant des siècles. Les légendes racontent dans des rassemblements nocturnes où l'on célébrait la pleine lune, mêlant tambours, chants gutturaux et danses en cercle. Les anthropologues considèrent qu'en submergeant ces terres, la modernité a effacé non seulement un territoire, mais aussi une mémoire sacrée. Pourtant, lorsque le réservoir reflète la voûte étoilée, certains disent entendre un murmure ancien, comme un appel à ne jamais oublier. L'eau, voile liquide entre deux mondes, garde en son sein les secrets des tunnels, et la promesse d'un demain où, peut-être, un nouvel effondrement révélera un indice décisif. Au-delà des eaux sombres où reposent Bossé Galeries, les marais de Kernridge renferment, à leur tour, des cercles étranges, tracés à la surface de l'argile humide. Là, l'invitation se fait différente, moins souterraine, plus aérienne, mais tout aussi insondable. Aux premières lueurs du jour, lorsque la brume traîne encore à la surface du marais de Kernridge, apparaissent d'étranges tracés circulaires à peine perceptibles, des anneaux de terre et de végétation plus clairs inscrits dans l'argile humide comme les contours d'un récit mystérieux. Ces cercles, dont le diamètre oscille entre 20 et 30 mètres, forment un réseau lâche, parfois isolé, parfois groupé en grappes de 3 à 5. Leur régularité intrigue ceux qui les découvrent, parfaite géométrie déposée par une main inconnue, en équilibre fragile entre l'éphémère et le durable. Les premiers signalements remontent au début du XXe siècle, lorsque des drôles de lignes circulaires furent notés sur des photographies aériennes d'arpenteurs militaires. Ces images, longtemps reléguées aux archives poussiéreuses, révélèrent à l'œil attentif des ronds d'une précision presque surnaturelle. Les communautés locales, encore peu au fait de ces observations, continuaient de cultiver le sol autour, sans jamais s'inquiéter du dessin qui réapparaissait après chaque crue, comme un rituel renouvelé par l'eau et le temps. Dans les années 1970, un groupe d'archéologues de l'Université de l'Indiana entreprit une première campagne de prospection. Armés de pendules, de sondes et de cartes topographiques, ils confirmèrent l'existence de dépressions annelées. Chaque cercle se compose d'un fossé peu profond, large de 2 à 3 mètres, et d'un tertre périphérique surélevé de quelques dizaines de centimètres. Sous la vase, ils trouvèrent des couches de sédiments alternant argile, sable et fine concrétion calcaire, comme si l'on avait consciencieusement aménagé un terrain circulaire pour l'arrêter de respirer. L'analyse granulométrique des sédiments révéla la présence sporadique de fragments de charbon de bois et de petits tessons de poterie, grossières, dont la glaçure rudimentaire évoque la culture woodland ancienne. Un laboratoire datation au radiocarbone suggéra des âges variables, s'échelonnant de 200 à 800 de notre ère, mais les marges d'erreur importantes laissent le débat ouvert. Comment interpréter un tel étalement temporel ? S'agissait-il d'occupations répétées, saison après saison, ou d'un rituel transmis sur plusieurs générations, imprégnant la terre de nouvelles offrandes à chaque passage ? La configuration de ces cercles ne se limite pas à l'isolation d'un seul espace. Certains se posent en vis-à-vis, distants d'une centaine de mètres, comme deux yeux fixant l'horizon. D'autres s'alignent le long d'un ancien cours secondaire du marais, désormais asséché, créant une sorte de volatile rituel où l'on devine le passage de cortèges silencieux. Les plus grands cercles atteignent 40 mètres de diamètre et entourent parfois des promontoires minuscules, à peine plus hauts que la nappe phréatique, sur lesquels poussent des roseaux tordus. Les ethnologues évoquent, dans des récits recueillis chez des descendants de la nation Miami, l'idée d'un cercle d'écoute, un lieu où les anciens prenaient le temps d'entendre la voix de l'eau et du vent. Le fossé, rempli d'eau après les pluies, se transformait en miroir liquide, prêt à réfléchir les constellations du ciel nocturne. On imagine alors des cérémonies silencieuses, où l'on se tenait debout, l'eau jusqu'aux chevilles, contemplant la voûte étoilée, cherchant des réponses dans le clapotis léger des ondes. Aux équinoxes, certaines études astronomiques ont souligné une coïncidence troublante. À l'aube, le soleil naissant éclaire exactement l'une des parois intérieures du fossé, dessinant une bande lumineuse qui parcourt tout le cercle avant de se dissiper. Cette précision suggère une maîtrise du calcul des angles solaires captés sans instrument moderne, guidés uniquement par l'observation répétée du lever du jour. Entre légende et réalité, les spéculations abondent, portail vers un autre monde, calendrier agraire, lieu de passage des esprits.
Les ornithologues, de leur côté, notent qu'au printemps, le centre de chaque cercle devient une zone de pause migratoire pour plusieurs espèces d'oiseaux d'eau. Canards, sarcelles et limicoles s'y reposent, profitant de la proximité de l'eau et de la végétation maigre, moins dense que dans les zones voisines. Ces haltes naturelles ont conduit certains chercheurs à envisager une relation symbiotique. Le cercle, initialement créé pour un usage rituel, se serait transformé en oasis temporaire, attirant la faune et renforçant ainsi la valeur sacrée du lieu. En été, lorsque la brume matinale se retire, apparaissent de petites mares d'eau claire dans les fossés, où tourbillonnent des salamandres et des têtards. Les herpétologues qui sont descendus au centre signalent même la présence d'une espèce rare de grenouille à peau translucide, semblant n'exister que là, entre ces murs de terre. La concentration inédite de vie aquatique alimente l'idée selon laquelle le cercle était un sanctuaire de la régénération, un bassin primitif où l'on symbolisait le passage de la vie à la mort et le retour à la source. Pourtant, malgré ces observations, aucune trace nette d'habitat permanent n'a été mise au jour. Pas de foyer domestique, pas d'outils de pierre brute, pas de restes osseux alimentaires. L'hypothèse dominante décrit des fréquentations épisodiques, peut-être réservées à un groupe d'initiés chargés de préserver un savoir ancien. Peut-être les cercles étaient-ils à l'usage exclusif des chamans, protégés du commun des mortels par une stricte confidentialité rituelle. Au-delà, nul ne sait quel secret se murmurait à la lueur tremblotante de torches clouées aux branches mortes. Les légendes paysannes, recueillies lors de veillées, évoquent quant à elles des rondes de fées. Quand le cercle luit sous la lune, des danseurs invisibles s'y meuvent sans bruit, piétinant l'herbe pour un bal surnaturel. Les anciens évitent cependant d'aborder le sujet, craignant de réveiller une malédiction ancienne. La superstition, toute naturelle, s'est nourrie du silence des chercheurs incapables de trancher entre traces archéologiques et phénomènes surnaturels. À la fin des années 1990, une équipe d'écologues mena une étude comparative. Ils identifièrent dans la sédimentation du fossé une concentration anormale de pollen de tournesol sauvage, plante non indigène aux sols humides normaux. Le tournesol, associé à la lumière solaire, aurait été semé volontairement et régulièrement récolté dans un cadre cérémoniel. Mais aucun fragment de tige ou de graine n'a survécu. Enterré trop profondément dans l'argile, restait seulement l'empreinte microscopique, écho d'une offrande végétale. Parmi les explications plus rationnelles, certains géologues émettent l'hypothèse d'un phénomène karstique singulier. Des poches d'eau souterraines puisant directement dans une couche de calcaire auraient creusé sous la surface des cavités circulaires, effondrées en surface pour former un anneau de dépression. Pourtant, la régularité géométrique des contours désavantage cette thèse. La nature sibérolésée, si généreuse soit-elle, peine à tracer un cercle quasi parfait sur plusieurs dizaines de mètres de diamètre. Face à ces cercles, l'archéologie expérimentale s'est aussi mise en branle. Des volontaires ont tenté de recréer un anneau semblable à celui de Kent Ridge, utilisant des outils en pierre et des cordages végétaux. Il aura fallu plusieurs semaines de travail, une planification rigoureuse et des dizaines de personnes pour atteindre une géométrie approximative. Cette expérience souligne la rareté d'un tel savoir-faire, perdu dans les brumes de l'histoire, et rappelle combien l'effort collectif, enraciné dans un but symbolique, peut façonner le paysage de manière pérenne. Malgré toutes ces analyses et récits, le mystère reste entier. Pourquoi ces cercles et pourquoi ici, dans une zone marécageuse peu propice à la vie permanente? Quel message ou quelle promesse posèrent ces anneaux sur la terre humide de Kent Ridge? Peut-être faudra-t-il attendre l'avènement de nouvelles technologies, de capteurs plus sensibles, pour percer le voile de silence tissé par les siècles. Alors que la brume se lève lentement, révélant la surface miroitante des fossés circulaires, l'attention glisse déjà vers d'autres merveilles. Plus loin, sur le plateau de Muscatatuck, des colonnes de pierre se dressent, défiant la compréhension moderne et promettant un nouveau chapitre d'énigmes à décrypter. Aux lisières d'un plateau modelé par les vents, surgissent, dressées vers le ciel, d'imposantes colonnes de pierre, dont la présence défie le temps et l'explication. Alignées comme les doigts d'une main figée, elles percent l'horizon au cœur d'une étendue parsemée de genévriers rabougris et de roches émoussées. Chacune s'élève en totem de grès roux, haute de 6 à 9 mètres, semblant posée là par une volonté autre que celle de l'érosion naturelle. La lumière du matin glisse le long des cannelures verticales, révélant une pierre lisse, presque polie, dont on peine à croire qu'elle n'a pas été travaillée. La géologie locale décrit le plateau de Muscatatuck comme un ancien lit marin disparu,
dont les sédiments calcaires et gréseux se sont consolidés il y a plus de 300 millions d'années. Toutefois, ces colonnes détachées, singulières dans leur disposition symétrique, ne s'expliquent même pas par la simple fracturation du sol. Les prismes verticaux, presque parfaits, montrent des faces planes se rejoignant à des arêtes vives, comme si un ciseau géant avait présidé à leur découpe. Le grès, naturellement friable, n'offre aucune fissure caractéristique d'un processus d'éclatement brutal. La régularité de la forme suggère un façonnage maîtrisé. Les premières mentions écrites de ces monolithes datent du milieu du XIXe siècle, dans le journal d'un explorateur curieux qui relate, en notes griffonnées, son étonnement devant des colonnes projetées hors de la terre. Les habitants de la ferme voisine, pourtant peu enclins aux superstitions, affirment depuis des générations que ces pierres étaient déjà là, avant l'arrivée des Blancs. Les anciens de la tribu Miami parlent, quant à eux, de piliers vestiges d'une cité engloutie, où la voix du vent entre les blocs aurait jadis servi de messager aux conseillers de la communauté. Au sol, autour de chaque socle, se trouvent parfois des fragments de céramique grossiers, éparpillés dans la glaise rouge. Ces tessons, datés d'après un laboratoire régional, renvoient à une période s'étendant du IIIe siècle avant notre ère au IIe siècle de notre ère, en plein cœur de la culture Adena et du début de la tradition Hopewell. Pourtant, on ne découvre aucun reste de structure bâtie ni de fondation. Jamais un mur, aucun vestige de foyer, rien qui évoquerait un habitat stabilisé autour des colonnes. Les relevés topographiques ont dévoilé une géométrie surprenante. Les piliers majeurs se répartissent selon un axe nord-sud, espacé régulièrement de 45 mètres. Deux colonnes secondaires, plus petites, jalonnent un axe est-ouest, formant une croix invisible à l'œil nu, mais perceptible dès que l'on s'éloigne au sommet d'une butte proche. Ces alignements, impeccables malgré l'érosion, font penser à un rôle d'observatoire solaire. Au solstice d'été, le soleil levant se lève exactement dans l'intervalle entre deux colonnes orientales, projetant une ombre filiforme qui glisse jusqu'à l'opposé de l'axe. Les archéologues, intrigués, ont tenté de mesurer l'inclinaison de chaque face taillée afin d'en déterminer la direction précise des lignes d'ombre. Les relevés laser confirment une intentionnalité. L'ensemble fonctionne comme un cadran solaire magnifié, mais sans cadrage apparent. Le plateau, jadis recouvert d'une végétation plus dense, devait offrir au moment de la constitution une vue dégagée sur l'horizon. De plus, des deux côtés de la croix, on a repéré de faibles amas calcaires organisés en demi-cercle dont la fonction reste mystérieuse. Siège cérémoniel, support d'offrande, autel muet. Selon des traditions orales recueillies chez les descendants autochtones, des cérémonies du souffle se déroulaient entre les monolithes. Les chamans s'y rassemblaient lors des équinoxes, invoquant l'union du jour et de la nuit. Le chant grave des tambours, répercuté par la pierre, créait une vibration perceptible jusque sous terre. Les fouilles récentes ont mis au jour quelques perles de cuivre et lamelles d'obsidienne, vestiges d'offrandes soigneusement déposées à la base des piliers. L'analyse isotopique du cuivre révèle une provenance lointaine, vers la région des Grands Lacs, signe d'échanges à grande distance. Le site a failli disparaître sous les labours intensifs du XXe siècle. Ce n'est qu'en 1983 qu'un ingénieur agronome, alerté par la géométrie étrange des pierres, obtint la protection du plateau. Un périmètre restreint fut instauré, interdit aux machines agricoles. Depuis, des relevés photogrammétriques périodiques documentent l'état de surface des blocs. L'érosion naturelle y laisse des cicatrices, mais jamais ne rompt l'harmonie des alignements. À la tombée de la nuit, certains visiteurs munis d'un simple projecteur laser ont tenté de révéler des motifs gravés invisibles à la lumière du jour. Les faisceaux révèlent alors de fines incisions, parallèles, disposées en chevrons ou ensuite de triangles inversés. Ces gravures, peu profondes et usées, semblent se former un langage symbolique. Une écriture antique, peut-être un code de voisin ou un alphabet cérémoniel. Les chercheurs hésitent à pousser plus loin l'exploration, craignant que la pierre ne se fragmente sous l'action répétée des scanners. Une expédition de 2007, dotée de géoradars, a détecté sous chaque colonne un petit pilier interne, comme un noyau plus dense. Ces noyaux, enfouis à 5 mètres de profondeur, pourraient en évoquer une intention de stabilité ou un support invisible assurant l'équilibre de la colonne. La présence d'un tel bloc enterré, volontairement positionné, conforte l'idée d'une architecture pensée dans la masse, non pas simplement posée, mais
mais encastrés dans le plateau comme les racines d'un arbre figé. Dans la littérature géologique, on parle parfois de fenêtres d'érosion, pour décrire les surfaces où des couches résistantes se maintiennent tandis que les terrains alentours s'érodent plus vite. Mais ici, la roche de grès ne diffère guère de celle du plateau environnant. Aucune explication purement naturelle ne rend compte de la forme prismatique parfaitement régulière, ni d'une distribution aussi méthodique. C'est pourquoi la piste humaine, quoique peu évidente pour une société sans métal, reste privilégiée par la majorité des spécialistes. Un artisan tailleur de pierre venu en visite a tenté de reproduire sur de petits beaux blocs les faces taillées avec des outils en silex et en bois dur. Le résultat, approximatif, donne une idée de la force et de la précision requises. Chaque plan vertical doit être parfaitement lisse, sans ondulation, et chaque arête droite sur plusieurs mètres. Les archivistes comparent ce savoir-faire à celui des blocs cyclopéens d'Amérique du Sud, où l'on retrouve des parements géométriques d'une exactitude similaire. Des théories diffusent l'idée d'un héritage commun, ou d'une transmission de techniques à travers des voies maritimes anciennes. Pour les experts en archéoacoustique, le site offre un terrain fascinant. En plaçant un haut-parleur face à la colonne centrale, puis en émettant un son pur à basse fréquence, on observe un phénomène de résonance, comme un vrombissement puissant, amplifié par l'alignement des monolithes. Ce phénomène a pu jouer un rôle rituel, où le son sanctifié par la pierre devenait un vecteur de transe ou de communication avec les forces invisibles. Des participants aux expériences modernes rapportent une sensation de lourdeur dans le corps, suivie d'une détente profonde, un vertige quasi mystique. Les gestionnaires du site ont établi un protocole strict. Aucune installation permanente, pas de bornes interactives, seulement un sentier discret légèrement balisé. L'idée est de préserver l'atmosphère sauvage, où le visiteur, perdu dans le silence du plateau, peut écouter son souffle et entendre peut-être l'écho antique des cérémonies oubliées. Alors que le soleil décline, colorant les colonnes d'un rouge incandescent, le regard se tourne vers un autre mystère, non loin de là. Les pictogrammes perdus de la rivière Wabash, gravés dans la pierre vive de ces falaises abruptes. Après avoir quitté le plateau silencieux de Muscatatuk, notre route se prolonge jusqu'aux falaises escarpées qui bordent la rivière Wabash. Là, dans l'ombre des saules et sous le chant discret des martinets, se devinent à fleur de roche des signes antiques, à demi effacés par le temps, d'étranges pictogrammes que l'on croyait disparus, vestiges muets d'un art disparu. Leur découverte, comme un souffle venu du passé, invite à plonger le regard dans les contours mystérieux qui s'accrochent à la pierre humide. Les falaises calcaires s'élèvent en gradins imperceptibles, sommettes de buissons de ronces et de fougères. Lorsqu'on s'en approche, on discerne, à hauteur d'homme, des figures gravées à même la roche, des silhouettes d'oiseaux aux ailes déployées, des spirales vertigineuses évoquant le courant de l'eau, des cercles entrelacés que l'on croirait tirés d'un traité de géométrie ésotérique. Certaines gravures se superposent, témoignant de passages successifs, comme si plusieurs générations d'artisans étaient venus inscrire là leur vision du monde. Les premières à signaler ces pictogrammes furent des arpenteurs de la Compagnie du Nord-Ouest, au tout début du XIXe siècle. Leur journal de bord, relu récemment dans les archives de Vincennes, décrit des fresques minérales, rougies parfois par l'oxyde de fer, où l'on devine des récits symboliques. Faisant fi des recommandations de prudence, ces explorateurs gravirent par exemple la paroi à l'aide d'échelles de cordes, notant à la hâte la position précise de chaque motif. Cependant, mal préparés aux caprices de la roche humide, ils durent rebrousser chemin, effaçant parfois des gravures fragiles sous le poids de leurs bottes. Au fil du temps, des antiquaires locaux, curieux de posséder un fragment de cette histoire murmurée, s'aventurèrent à leur tour. Plusieurs dessins furent reproduits à l'encre de Chine sur de grands parchemins, aujourd'hui dispersés dans des collections privées. Bien que les reproductions offrent un aperçu des formes, elles ne restituent jamais la texture de la pierre, ni l'éclat fugace des lichens qui soulignent les lignes anciennes. En regardant ces copies jaunies, on perçoit l'empreinte d'un geste millénaire. Le graveur, agenouillé dans la pénombre, écorchait la surface vive pour en extraire un signe, une parole silencieuse offerte à l'éternité. Les pictogrammes relèvent d'un style unique, différent de ceux observés chez les Hopewell ou les Mississippiens. Les courbes y sont plus anguleuses, les spirales plus serrées. L'analyse stylistique conduite par l'université Purdue suggère une datation entre 500 avant notre ère et 200 de notre ère, mais sans certitude absolue. L'absence de matière organique, ni charbon de bois, ni morceaux de bois gravés, complique la datation au radiocarbone.
On s'en remet alors aux pigments résiduels. Quelques traces d'ocre sauvage piégées dans les creux attestent l'usage d'un mélange d'argile et de cœur de racine, appliqué après la gravure pour renforcer le contraste. Les légendes amérindiennes évoquent ces motifs comme le langage des anciens du torrent, esprits invisibles censés guider la rivière vers la mer. Les vieux conteurs racontent qu'à la première lueur d'un jour nouveau, la roche se gorgeait d'eau et les pictogrammes luisaient comme si un souffle de vie les animait. Certains parlent même de voix lointaines, semblables à un chœur lointain émergeant du creux des crevasses. Les récits s'enrichissent au fil des nuits d'hiver, lorsque le vent, s'engouffrant entre les arbres, imite un murmure inintelligible. Plusieurs expéditions archéologiques ont tenté de cartographier l'ensemble des gravures armées de scanners 3D et de drones boulevés à volotofix. Fixe. Les nuages de points ainsi collectés ont permis de reconstituer un modèle numérique de la falaise, révélant des zones invisibles à l'œil nu, des motifs masqués par la mousse, des stries tirant derrière des racines enchevêtrées, des dessins inversés comme un double négatif parallèle. Cette numérisation a mis au jour un cycle de vie gravé, naissance, métamorphose et retour à la source, illustré par des enchaînements de formes successives. Pourtant, la nature malmène ses œuvres. Les cycles gèle-dégèle fissurent la roche, les lichens gagnent chaque année du terrain, et la rivière capricieuse noie parfois la base des falaises, dissolvant les délicates pitrées superficielles. Des relevés comparatifs réalisés à 5 ans d'intervalle témoignent d'une perte de 20% de la surface gravée. Les conservateurs hésitent, intervenir pour stabiliser la roche au risque d'altérer l'atmosphère du lieu, ou laisser l'érosion poursuivre sa lente besogne, scellant peu à peu le secret ancien. Certains chercheurs, frappés par la ressemblance de ces spirales avec des dessins similaires en Écosse, parlent d'une mystérieuse synchronie des symboles. Comment deux sociétés, séparées par des millénaires et des océans, auraient-elles pu développer des codes visuels proches ? Les partisans de cette théorie évoquent des vagues de peuplement transatlantique ou des échanges maritimes oubliés, transportant les idées plutôt que les hommes. D'autres, plus prudents, y voient une convergence spontanée. L'esprit humain, face aux mêmes phénomènes cycliques, saisons, courants, trajectoires célestes, aurait généré des formes analogues. Malgré la prudence, quelques archéologues expérimentaux ont recréé sur des blocs de pierre proches des pictogrammes selon la technique supposée. Un burin de silex, un marteau de pierre dure, de l'ocre appliqué à la pointe d'un calame végétal. Le processus met en lumière la patience extrême requise. Plusieurs jours pour un seul symbole, la main endolorie, la poussière de roche collant à la peau. Ces gestes mesurés, répétitifs, composent un rituel sans parole, où chaque ligne entaille un pacte entre l'homme et la matière. Sur place, l'atmosphère gagne en densité lorsque le soleil décline. Les dernières lueurs rasent les gravures, dessinant des ombres vivantes, comme si les pictogrammes s'animaient. Prenaient un de la profondeur, dévoilaient un second monde. Les photographes amateurs, attirés par cet effet, vénèrent le moment où la lumière oriente un rayon oblate sur une spirale ou un oiseau, projetant un reflet qui se mire sur l'eau sombre du méandre voisin. Mais la science, dans sa quête de données, ne peut capturer l'instant fugace de l'éveil. Elle note, mesure, archive. Elle ne peut reproduire la sensation d'être là, face à ces signes, dans un silence habité. Et c'est précisément ce silence qui porte la plus grande énigme. Qu'ont voulu dire ces artistes énigmatiques en gravant ces formes sur la paroi de la Wabash ? Les fissures nous rappellent qu'aucune œuvre humaine n'est éternelle et pourtant, ces pictogrammes tiennent bon, défiant l'oubli. Les lichens dessinent parfois de nouveaux détails, comme si la nature prenait le relais du graveur disparu. Et tandis que nous réfléchissons à ces cycles de création et de destruction, notre regard se porte vers l'aval, où les eaux du Blue River caressent des menhirs penchés, défiant les lois de l'équilibre et convoquant une autre énigme. Lorsque l'aube se lève sur les rives sinueuses de la Blue River, les silhouettes des menhirs apparaissent comme des doigts de pierre inclinés vers l'eau. 5 blocs massifs, dressés en arc de cercle sur une plateforme naturellement surélevée, défiant l'équilibre. Chacun penche d'un angle précis, ni uniformément, ni aléatoirement, mais selon une inclinaison qui semble guidée par une intention perdue. Le plus grand, haut de près de 4 mètres, s'incline à plus de 15 degrés vers l'est, comme s'il saluait le soleil levant. La formation géologique de la région offre peu d'indices. Le plateau repose sur un socle de calcaire dur, altéré par les eaux glaciaires il y a des millénaires. Les menhirs en grès ferrugineux plus tendres ne proviennent pas du banc local, mais d'une carrière située à plusieurs kilomètres en amont.
Leur transport et leur érection restent un mystère, d'autant que l'orientation de chaque bloc trahit une précision calculée, incompatible avec un simple hasard naturel. Les premières mentions écrites datent de 1832, dans le journal d'un naturaliste itinérant qui nota l'ombre portée des pierres sur la rivière à l'heure du solstice d'été. Il décrivit 5 sentinelles silencieuses, inclinées comme pour écouter le murmure de l'eau, sans jamais imaginer l'ampleur du secret qu'elles renfermaient. Depuis, archéologues et géophysiciens se sont relayés, équipés d'inclinomètres, de scanners 3D et de magnétomètres, pour tenter de décrypter ce message lithique. Les relevés topographiques détaillés ont révélé que l'axe de chaque menhir pointe vers un lieu précis, non un astre mais une rivière détournée jadis, aujourd'hui asséchée. À l'emplacement, on a découvert quelques pierres couchées, vestiges probables d'un cercle complet oublié dont seuls ces 5 piliers émergent encore. L'effondrement progressif des autres blocs expliquerait le déséquilibre apparent du cercle, mais ne justifie pas l'inclinaison uniforme en direction du cours disparu. Certains géologues évoquent un phénomène de tassement différentiel du sous-sol, lié à la décomposition de dépôts organiques anciens. Les sondages pédologiques montrent des bulles d'air fossilisées dans la glaise, susceptibles de céder sous le poids, provoquant un affaissement localisé. Pour eux, rien d'autre qu'une singularité naturelle. Pourtant, l'alignement précis de ces affaissements, tous orientés identiquement, contredit la spontanéité géologique. La symétrie manifeste d'une main humaine ne saurait naître d'une simple dégradation des sols. Au fil des saisons, les habitants de la vallée ont tissé des récits autour de ces pierres. On raconte que jadis, les chamans de la tribu Miami organisaient des veillées courtant au sommet du plateau. À la lueur de torches, ils gravissaient tout lentement la pente, s'arrêtant devant chaque menhir incliné. Les anciens disaient entre eux que les pierres écoutaient en la voix du fleuve, qu'elles transmettaient ainsi les vœux murmurés à la terre et au ciel. Cette croyance perdure jusque dans les veillées d'aujourd'hui, quand sous la voûte étoilée, quelques hommes entonnent un chant bas, censé réveiller les échos de jadis. Des chercheurs en archéoastronomie se sont intéressés aux variations lunaires. Ils ont constaté que lors des pleines lunes d'automne, l'ombre de chaque menhir se rétracte, puis s'incline en une danse lente, dessinant un motif en étoile sur le sol argileux. Ce jeu de lumière, observable seulement quelques nuits par an, renforce la conviction d'un calendrier rituel perdu. Un appel silencieux à célébrer le retour des eaux dans les plaines inondables. L'expérimentation acoustique ajoute une autre couche de mystère. En plaçant un haut-parleur diffusant une note profonde face aux pierres, on capte à plusieurs mètres une vibration sourde, comme si la roche elle-même résonnait. Des tests acoustiques révèlent une fréquence particulière, amplifiée par l'orientation des blocs. Les spécialistes parlent d'un mode de résonance interdit, un phénomène rare où l'onde sonore se trouve piégée et intensifiée, offrant un bourdonnement quasi mystique à qui s'y attarde. L'analyse chimique des surfaces expose une fine couche d'oxyde métallique. Les menhirs exposés aux embruns de la rivière ont jadis été aspergés d'un liquide rouge sombre, peut-être un pigment rituel ou une huile sacrée. Des labs analyses montrent des traces de manganèse et de fer liées à un mélange organique inconnu. On suppose qu'une préparation à base de sève et de limaille de minerai aurait servi à préserver la pierre et à accentuer son éclat lors des cérémonies. Une équipe de géophysiciens a réalisé un sondage magnétique autour des colonnes. Leurs instruments détectent un champ local anormal, comme si la roche contenait des veines de minéraux ferromagnétiques disposées de façon régulière. Ces anomalies forment un réseau invisible qui, selon certains, aurait servi d'interface pour canaliser l'énergie terrestre. L'hypothèse, contestée par la communauté scientifique, intrigue par son aspect poétique, un instrument mégalithique capteur des forces souterraines. Pour tenter de reproduire ces inclinaisons, des archéo-ingénieurs ont reconstitué un menhir à échelle réduite, utilisant grès local et sable calibré. L'expérience démontre la difficulté de tailler la base pour obtenir une inclinaison stable sans affaissement progressif. Les artisans constatent qu'un angle de 10 à 15 degrés requiert un emboîtement précis dans un socle en pierre plus dur, posé sur un lit de baies de calcaire poli. Ce savoir-faire aujourd'hui oublié souligne l'ingéniosité des bâtisseurs. Ils auraient créé un socle amovible, conçu pour ajuster l'orientation selon les besoins rituels. Les captations en drone révèlent enfin un détail curieux. Les menhirs forment, vus du ciel, un bras de spirale inachevé. La configuration ressemble à un signe druidique, bien que sans lien avéré avec les traditions celtiques.
Cette forme incomplète intrigue autant qu'elle fascine. Pourquoi interrompre la spirale ? Peut-être pour signifier l'impermanence, l'idée que le geste humain ne se conclut jamais, toujours en quête d'harmonie avec la nature mouvante. Alors que le soleil décline sur les pierres penchées, leurs silhouettes se découpent en creux et en plein, révélant une délicatesse insoupçonnée. Les reliefs créés par la corrosion et les gravures discrètes se mêlent aux ombres, comme un écrin vivant. Les quelques traits incisés à la base évoquent des motifs en chevron, comparables à ceux relevés sur d'autres sites antiques de l'Indiana, suggérant un langage lithique partagé. Au cœur de cette énigme, la question demeure. Pourquoi ces menhirs regardent-ils l'East Fork et la rivière aujourd'hui tarie ? Quelles paroles silencieuses veulent-ils prêter à l'eau et au vent ? Tandis que la lumière disparaît sous l'horizon, le regard s'oriente vers un lieu tout aussi insondable. Les vestiges immergés du lac Monroe invitent à plonger sous la surface pour y chercher un autre mystère gardé par les eaux paisibles. Lorsque l'on s'approche des rives du lac Monroe à l'aube, la brume légère trahit une anamorphose de l'ancien paysage. Les eaux calmes recouvrent désormais les fondations d'un village englouti, enseveli sous l'inondation de 1965. Pourtant, même à plusieurs mètres de profondeur, on devine, au travers d'une visibilité tamisée, les silhouettes altérées de murs de pierre et de volets d'à pavés, vestiges d'une communauté préhistorique que la modernité a submergée. Les premières sonars révélations datent de la fin des années 1980, lorsque des archéologues sous-marins, munis d'échosondeurs rudimentaires, relevèrent des lignes droites métalliques et des amas de blocs répartis selon un quadrillage approximatif. Fascinés, ils organisèrent des plongées de reconnaissance. Sous les reflets miroitants du matin, ils découvrirent des fondations en grès calcaire, des moignons de piliers et des traces d'ornières creusées dans la pierre. Certaines d'entre elles, larges de près d'1 mètre, évoquèrent la trace de chariots rudimentaires, glissant autrefois sur des rails de bois ou de pierre. Les témoignages des derniers habitants, évacués avant l'édification du barrage, parlent d'un village prospère, qui vivait au rythme des crues annuelles et des récoltes de maïs et de tournesol. Les chercheurs ont retrouvé, disséminés dans la vase, des fragments de poterie vernissée ornés de motifs géométriques semblables à ceux du marais de Cane Ridge. Ces tessons, d'une teinte ocre profond, sont les seuls vestiges organiques jamais découverts, car les inondations successives ont emporté la plupart des artefacts périssables. Pour documenter l'étendue du site, une équipe de géophysiciens utilisa dans les années 2000 un système LIDAR aéroporté adapté à la bathymétrie. Les relevés précis montrèrent un réseau orthogonal de ruelles formant un plan en damier presque parfait, centré sur une place principale carrée. Au centre émergeait un cercle plus sombre, une fosse rituelle riche en sédiments organiques où furent prélevés des échantillons de pollen et de résine végétale. L'analyse palynologique révéla une concentration anormale de pollen de chêne et de résine de pin, suggérant des offrandes végétales régulières déposées dans ce puits sacré. Les plongeurs rapportèrent également la présence d'un tertre semi-circulaire, surélevé de près d'1 mètre, qui s'avéra être l'amphithéâtre d'un ancien théâtre en plein air. Des gradins taillés dans la roche, aujourd'hui couverts d'un tapis de mollusques et d'algues, dessinent encore les contours d'une estrade où l'on imagine les orateurs d'une tribu perdue, s'adressant à leur père sous un ciel ouvert. Les reliefs soigneusement calibrés témoignent d'une maîtrise de l'acoustique. Même sous l'eau, un simple claquement de mains résonne, surprenant les plongeurs par la clarté du son. Pour protéger ce patrimoine fragile, les autorités régionales instaurèrent une zone de protection sous-marine, interdite à la navigation motorisée. Seuls les archéologues accrédités peuvent y plonger, munis de scaphandres autonomes et d'équipements de prélèvement. Lors de ces explorations, ils découvrirent un ensemble de sanctuaires submergés, niches creusées dans la roche destinées à recevoir des statuettes en bois ou en argile, aujourd'hui disparues, mais dont l'empreinte se manifeste par une légère cavité. Les niches sont orientées vers l'est, alignées avec le lever du soleil aux équinoxes, confirmant un usage rituel strictement calendriciel. Malgré ces trouvailles, la datation reste approximative. Les premières analyses en aéroradiocarbone des fragments de bois carbonisés extraits du puits central situant l'occupation entre 400 et 700 de notre ère. Cette période coïncide avec la floraison des cultures hopewelliennes, mais le tracé urbain rationnel évoque davantage un savoir-faire ultérieur, proche des agencements mississippiens. Peut-être le site a-t-il connu plusieurs phases d'occupation, chaque civilisation réaménageant les structures antérieures pour les intégrer à ses propres rites.
L'eau, élément protecteur et destructeur, joue ici un rôle paradoxal. Elle a préservé les blocs de pierre loin des intempéries atmosphériques, mais a aussi dissous les matériaux organiques. Les plongées doivent désormais se faire à de faibles courants, car le passage des poissons-chats et des perches géantes remue constamment les sédiments, brouillant la visibilité. Les archéologues choisissent donc des périodes de calme hydrologique, souvent au cœur de l'hiver, quand la surface se fige partiellement. Une récente expédition équipée de drones sous-marins à propulsion électrique a permis de filmer pour la première fois l'empreinte du théâtre abandonné. Les images montrent des bancs-points de petits poissons qui nagent entre les gradins, transformant l'espace sacré en un refuge aquatique inattendu. Les spécialistes d'archéoécologie soulignent l'équilibre délicat. Le site, devenu oasis subaquatique, nourrit la biodiversité tout en offrant un miroir inversé de l'histoire humaine. Les légendes locales, transmises par les familles encore installées sur les hauteurs, racontent qu'au moment de l'inondation, des chants s'élevaient en du village, accompagnant le processus. Les anciens disent qu'un dernier rituel fut célébré au bord de l'eau, une prière silencieuse pour exaucer la mémoire des pierres et des âmes parties sous la surface. Cette tradition orale, bien qu'impossible à vérifier, colore d'une intensité émotive les plongées techniques, chaque souffle d'air exhalé résonne comme un écho lointain. Les chercheurs en géoarchéologie ont aussi mesuré la compaction des sédiments dans la fosse rituelle. Les couches successives montrent un dépôt alterné de matières organiques et de limon. Ce rythme suggère une fréquentation rituelle régulière, peut-être annuelle, où l'on recommençait à chaque solstice à verser de nouvelles offrandes. Les rares fragments de coquillages marins découverts dans ces couches témoignent d'échanges lointains. La tribu immergée, bien que située à des centaines de kilomètres du littoral, entretenait des liens commerciaux ou symboliques avec les peuples côtiers. Au-delà des structures bâties, l'étude des roches exposées révèle des glyphes semblables à ceux du Hoosier et des pictogrammes de la Wabash. Des symboles circulaires, gravés dans l'enceinte du puits sacré, rappellent le motif solaire observé sur le plateau de Muskatatuk. Cette cohérence iconographique incite à penser à une culture unifiée, disséminée dans toute l'Indiana, partageant un même imaginaire cosmologique. Cependant, certains experts mettent en garde, la mise en eau du lac a pu déplacer les petits blocs gravés, les faisant glisser ou basculer. Il est donc difficile de définir avec certitude leur position d'origine. Des tentatives de reconstitution en 3 dimensions, combinant relevé acoustique et analyse des flux hydrodynamiques, tentent de recalculer l'emplacement initial. Ces simulations suggèrent que le puits se trouvait au cœur de la place principale, aligné sur l'axe est-ouest du village, comme un cœur palpitant mesurant le passage du temps. Aujourd'hui, lorsque l'on contemple la surface du lac Monroe, calme et lisse, il est étrange de penser qu'elle flotte au-dessus d'un monde ancien, figé dans l'eau. Les mythes autochtones évoquent un miroir parfait, où le ciel et la terre se rejoignaient, unis par une civilisation qui élevait ses pierres jusque dans les profondeurs. Au-delà de la science et des protocoles, cette image poétique persiste. Au fond du lac, le silence tient lieu de parole et guide dans l'obscurité le plongeur vers la prochaine énigme, nichée dans les collines oubliées de Brown County. Après avoir sondé les profondeurs immergées du lac Monroe, notre attention se tourne désormais vers les hauteurs boisées de Brown County. Là, sous le couvert dense des chênes et des êtres séculaires, gisent au pan des vestiges à peine perceptibles. Lignes incisées dans le sol, terrasses effacées et monticules subtilement sculptés par des mains anciennes. Ces collines, aujourd'hui parcourues par des sentiers de randonnée et des pistes cyclables, dissimulent sous leur parure verdoyante un réseau de tracés oubliés, témoins d'une occupation rituelle et sociale dont la mémoire s'est estompée. Le premier signalement moderne de ces aménagements date de 2003, lorsque des relevés lidar à basse altitude, commandités par l'université locale, mirent en évidence des anomalies topographiques sous la canopée. Sur les images numériques se dessinaient des cercles concentriques, des triangles à peine ébauchés et des lignes droites s'étirant sur plusieurs centaines de mètres. À l'œil nu, aucun indice ne laisse deviner leur présence. Les troncs et les fougères recouvrent les fossés et les talus, dissimulant ces géométries à la surface inégale du plateau. Les archéologues de l'Institut d'anthropologie d'Indiana creusèrent alors des sondages sur 3 sites majeurs, baptisés Lost Ridge, Whisper Hill et Echo Knoll.
À Lost Ridge, ils mirent en lumière un double fossé parallèle, large d'environ 3 mètres, séparé par une berme de terre légèrement surélevée. Les datations par carbone 14, effectuées sur des éclats de charbon de bois prélevés à la base des fossés, situent leur creusement entre 300 et 600 de notre ère, époque cohérente avec la tradition Hopewell. Pourtant, les fossés, orientés selon un axe nord-est-sud-ouest, diffèrent sensiblement de ceux d'autres sites connus. Leur tracé, presque rectiligne sur plus de 100 mètres, dépasse la simple délimitation d'un enclos cérémoniel. Sur Whisper Hill, à l'écart du plateau, se dévoile un amphithéâtre naturel, renforcé par des gradins creusés dans la knolle de terre. Les bancs, en demi-lune, organisés autour d'une scène centrale, transforment le sommet en lieu de rassemblement. Des tessons de poterie à engobe rouge, découverts enfouis sous la couche arable, montrent des décorations géométriques semblables à celles des cercles de Cane Ridge. Plus intrigant encore, au centre de cet amphithéâtre, un puits étroit, creusé jusqu'à 2 mètres de profondeur, recèle des fragments de coquillages perforés, vraisemblablement importés du littoral atlantique. Le voyage de ces offrandes marines jusqu'ici, au cœur de l'Indiana, évoque un réseau d'échanges cérémoniels de grande ampleur. Echo Knoll, quant à lui, révèle un tracé partial. 2 lignes parallèles se détachant de la colline, formant un couloir terrestre dont l'issue s'efface sous la futaie. Les relevés géophysiques y montrent une concentration accrue de phosphore dans le sol, indice d'activités organiques répétées, repas communautaires, offrandes rituelles, peut-être même des processions à la lumière vacillante de torches consommant de l'huile végétale. Les terrains humides de printemps ont conservé des empreintes microscopiques de pollen, de tournesol sauvage et de résine de pin, renvoyant à des rites de purification originaires de cultures lointaines. L'orientation générale de ces tracés suit un schéma céleste. L'axe principal de Lost Ridge pointe vers le lever du soleil lors de l'équinoxe de printemps, tandis que l'amphithéâtre de Whisper Hill est calé selon l'angle de la polaire la nuit du solstice d'été. Ces correspondances astronomiques ne peuvent être le fruit du hasard. Les bâtisseurs, sans instruments optiques modernes, se fiaient à des observations répétées des astres, utilisant peut-être des gnomons ou des repères terrestres pour relever l'inclinaison des rayons solaires. Les fouilles ont mis en évidence de petites pierres disposées en arcs, servant sans doute de support à des jalons verticaux, mécanique simple et efficace pour tracer des lignes de visée. La forêt dense a préservé ces tracés de l'érosion mécanique, mais la modernité constitue une menace. L'exploitation sélective du bois et les travaux de drainage pour faciliter l'accès aux parcelles agricoles creusent dans des fossés moins anciens, confondant parfois archéologie et aménagement récente. En 2012, la mobilisation d'associations locales a conduit à la création d'un périmètre protégé autour des sites. Des panneaux discrets informent désormais les promeneurs de la présence d'un patrimoine immatériel, invitant à garder le silence et à respecter la quiétude des lieux. Au cours des veillées organisées en été, des conteurs locaux racontent l'existence de sentiers lumineux, apparus lors de la lune rousse. Elles se seraient matérialisées sous la bruine, dessinant les anciens tracés à la surface du sol. Les plus anciens du village parlent de lanières de brume qui glissent entre les arbres, dessinant des sillons brillants, vestiges éthérés des chemins rituels. Ce folklore, s'il ne saurait remplacer la rigueur scientifique, inscrit ces tracés dans la mémoire collective, tissant un lien entre passé et présent. Les relevés 3D récents permettent également de déceler des motifs minuscules gravés à la base de rochers épars, des chevrons répétés, des croix simples, des anneaux concentriques. Ces symboles, quasi invisibles en surface, confirment l'existence d'une iconographie partagée avec d'autres sites de l'Indiana. Ils suggèrent un langage lithique resté incompris qui parcourait la région comme un fil ténu reliant différents sanctuaires. Peut-être ces signes étaient-ils des balises guidant le pèlerin dans sa quête initiatique. Les tests acoustiques réalisés dans l'amphithéâtre de Whisper Hill révèlent une amplification naturelle. Un simple chuchotement lancé contre la paroi arrière se propage avec une clarté étonnante jusqu'au sommet des gradins. Les ingénieurs du son y voient une preuve de l'intention délibérée des bâtisseurs, qui auraient tiré parti des courbes naturelles de la colline pour créer un espace de parole sacré. Les cérémonies pouvaient ainsi être entendues de loin, véhiculant un message d'unité aux villages voisins. Dans les interstices du sol, les archéomicrobiologistes ont isolé des bactéries lithotrophes qui métabolisent lentement les minéraux de la terre. Ces micro-organismes, spécifiques aux fossés rituels, diffèrent de ceux des sols alentours.
Il pourrait avoir été favorisé par les offrandes végétales et animales répandues dans ces tranchées lors des rites, laissant derrière elles un microclimat propice à la vie bactérienne particulière. Une forme de symbiose inattendue entre l'homme, la pierre et la microfaune. À l'approche de la nuit, les collines de Brown County se partent d'une aura presque surnaturelle. Le bruissement du vent dans les feuilles semble suivre le tracé des anciens sentiers, tandis que le chant lointain d'une chouette résonne comme un écho d'un appel ancestral. Les relevés GPS reprennent alors tout leur sens. Ces lignes, ces cercles et ces monticules ne sont plus de simples objets d'étude, mais les ossatures invisibles d'un paysage sacré, animé par une présence que le temps n'a pas totalement éteinte. À l'extrémité de Lost Ridge, un talus légèrement incurvé marque l'entrée d'un souterrain effondré, peut-être un accès à une crypte oubliée. Les plongeurs en spéléologie souterraine, équipés de lampes frontales, n'ont pu pénétrer que quelques mètres avant d'être arrêtés par des éboulis. Les rapports font état d'un silence glacial, seulement troublé par le goutte-à-goutte de l'eau s'infiltrant. Peut-être derrière ces pierres se cachent d'autres fragments du récit. Fossiles sculptés, gravés par une main dont l'histoire demeure à redécouvrir. Au cœur de la forêt de Harrison Crawford, près des rives sinueuses moulant de l'Ohio, s'ouvre la bouche sombre de la grotte de Wyandot. Ces galeries, creusées dans la roche calcaire ordovicienne, s'enfoncent à plus de 5 km sous la surface, formant un labyrinthe silencieux où le temps a figé ses archives. Aux parois, là où le calcaire livre les empreintes de créatures marines vieilles de 450 millions d'années, apparaissent à l'œil averti d'étranges sculptures, des fossiles naturels remaniés par la main d'un artiste ancien, donnant naissance à un dialogue énigmatique entre la géologie et l'art humain. Les premiers explorateurs du XIXe siècle, armés de lampes à acétylène, roulèrent dans leurs récits ces sculptures inattendues. Un fragment de corail rehaussé d'incisions en forme de spirale, un œil de brachiopode entouré d'arcs concentriques, une rangée de fragments de crinoïdes alignés sous une nervure gravée. À chaque tournant du couloir, le visiteur perçoit des reliefs à peine soulignés par la lumière vacillante, comme si la roche elle-même avait été modelée pour révéler un sens caché. La géologie explique la présence abondante de fossiles dans ces parois. Il s'agit d'un ancien récif marin charrié par la mer peu profonde qui recouvrait la région à l'Ordovicien. Mais le caractère sculpté de certains spécimens défie le simple hasard. Des analyses au microscope électronique ont mis en évidence des stries fines, régulières et superficielles, dont l'angle et la profondeur ne correspondent pas à l'usure naturelle ni aux érosions hydriques. Il faut donc conclure à une intervention consciente, guidée par un geste lent et précis, dont la finalité reste à décrypter. Au fil des décennies, quelques chercheurs se sont aventurés plus profondément, notant la répétition d'un motif particulier. Des fossiles de trilobites déplacés, incrustés dans la paroi et disposés en file indienne, tête bêche. Aux yeux de certains spécialistes, cette installation évoque une procession souterraine, comme si l'on avait voulu donner vie à ces créatures disparues, les guidant vers un sanctuaire invisible. D'autres y perçoivent un code numérologique, une série de 12 trilobites pour marquer les mois d'une année sacrée, ou 24 pour dénombrer les phases lunaires. Les datations directes et des Français sont impossibles. La roche calcaire ne retient pas de matière organique. Les seules datations disponibles proviennent de fragments de charbon prélevés sur dalles plates à proximité des sculptures. Ces morceaux de foyer, issus de feux de camp anciens, ont été datés entre 900 et 1200 de notre ère, situant l'opération de sculpture au cœur de la culture mississippienne. Cette période correspond à l'épanouissement des cités de Cahokia et à l'intensification des échanges rituels à travers le continent. Les autochtones Shawnee, interrogés par les ethnologues, ont transmis des récits oraux évoquant des grottes sacrées, lieux d'initiation où les jeunes membres de la tribu étaient conduits pour recevoir les visions de leur avenir. Selon ces légendes, les esprits de l'ancien monde, en forme de créatures marines pétrifiées, communiquaient à travers les motifs gravés, délivrant des messages codés aux aspirants chamans. Les trilobites sculptés, dit-on, symbolisément à la conscience collective des ancêtres, marchant sans bruit dans l'ombre archaïque. À l'entrée principale, un bandeau de stalactites verticales filtre la faible lumière extérieure, projetant un réseau d'ombre et de lumière sur les fossiles sculptés. C'est à cet instant précis, quelques instants avant l'obscurité totale, que le visiteur découvre le plus frappant des motifs.
un impressionnant palimpseste où plusieurs couches de sculptures se superposent, comme si différentes générations étaient venues ajouter leur propre interprétation. Chaque nouvelle incision effaçait partiellement la précédente, laissant apparaître un dialogue muet entre époques successives. En 1998, une équipe de l'université d'Indiana utilisa un scanner 3D haute résolution pour cartographier ces fossiles modifiés. Les nuages de points révélèrent des micro-dénivelés, imperceptibles à l'œil nu, mais réguliers sur tout un secteur de la paroi. Une analyse stylistique distingua au moins 3 phases de sculpture. La première, plus brute, taillée dans la roche fraîche, la seconde, polie à l'aide de pierres dures, affinant les traits, la troisième, plus délicate, marquée d'ocre rouge mélangé à de la résine végétale pour souligner les motifs. Les scientifiques s'interrogent quel sens donner à ce travail laborieux, accompli dans l'obscurité d'une cave. Les hypothèses abondent. Certains y voient un livre de pierre retraçant la mémoire d'animaux aujourd'hui disparus, un bestiaire fossile destiné à rappeler aux vivants la fragilité de l'existence. D'autres imaginent un calendrier rituel, chaque catégorie de fossiles correspondant à un moment particulier de l'année. Les crinoïdes pour les solstices, les brachiopodes pour les équinoxes. Lors des explorations récentes, les spéléologues ont repéré, au fond d'une branche latérale, une petite alcôve contenant un bloc calcaire brillant, isolé des autres. Sur sa face lisse se dessine un soleil stylisé, entouré de spirales imbriquées. Cette disposition, seule survivante d'un cercle plus vaste, évoque un hôtel souterrain. Les coups de marteau hydraulique, interdits dans la cavité, ont permis de dégager le pourtour du bloc, sans perturber la patine millénaire. Une étude acoustique de l'alcôve montra qu'un murmure répercuté dans la dalle pouvait être capté à plusieurs mètres, amplifié par la conformation de la roche. Des expérimentations ont été menées, diffusant un chant grave à l'entrée de la galerie et enregistrant le retour résonnant dans l'alcôve du soleil fossilisé. Le phénomène pourrait avoir servi à initier les novices. Seuls ceux capables de déclencher la résonance connaissaient la parole secrète transmise par la roche. Les dangers de cette exploration sont nombreux. Stalactites fragiles, plafonds bas, passages inondés. Les archéologues doivent évoluer au rythme des gouttes d'eau filtrant du sommet de la cavité et scruter constamment le sol glissant. Malgré ces contraintes, leurs découvertes ont inspiré plusieurs musées d'archéologie à réaliser des expositions temporaires, présentant des moulages et des reconstitutions virtuelles des fossiles sculptés. Pourtant, aucun musée ne peut te restituer l'atmosphère du lieu. Le silence oppressant, coupé seulement par le clapotis d'une nappe souterraine, le froid humide qui se glisse sous la veste, l'ombre mouvante des lampes frontales jouant sur les reliefs muets. C'est là, dans cette pénombre, que l'on comprend la portée de cet art discret. Un art de l'attente s'exprimant dans l'intervalle suspendu entre un monde éteint, celui des êtres marins pétrifiés, et celui des hommes d'autrefois, venus ranimer ces formes fossiles. Des ateliers de reproduction ont vu le jour, où des tailleurs de pierre tentent de recréer ces motifs sur des dalles neuves. Ils découvrent alors la difficulté extrême de reproduire la finesse des incisions, l'inclinaison précise des spirales, la profondeur constante des arcs. Le geste lent et minutieux devient une méditation. Chaque coup de burin appelle à la patience et à l'humilité devant la mémoire géologique. Au-delà de la géologie et de l'archéologie expérimentale, le mystère persiste. Qui ont été ces sculpteurs souterrains? Quelles relations ont-ils entretenues avec ces animaux fossilisés? Les textes coloniaux ne font aucune mention de leurs rites. Les seules traces subsistent dans la pierre, fragmentaires, comme des notes laissées au creux de l'ombre. Alors que la lampe s'éteint, ramenant l'explorateur dans une nuit totale, le chemin du retour s'ouvre vers une autre énigme sous-marine. Les ruines englouties sous le réservoir Patoka attendent désormais d'être révélées, promises au jour et à l'air libre. Lorsque le niveau des eaux du réservoir Patoka baisse légèrement, apparaissent à fleur de miroirs liquides les sommets effondrés de vieilles demeures et les contreforts croulant d'un village englouti en 1974. Ce lieu, jadis habité par une petite communauté paysanne et, avant eux, par des peuples autochtones, repose désormais sous plusieurs mètres d'eau, préservé dans une semi-obscurité aquatique. Les plongeurs et les sonaristes, intrigués, n'ont eu de cesse de sonder cette cité submergée, à la recherche de fragments de mémoire pétrifiés. Les premières campagnes de prospection, menées dans les années 1980, utilisèrent des échosondeurs pour dresser une carte sommaire des structures immergées. L'image révélait un plan en damier approximatif,
Des ruelles rectilignes, des parcelles familiales et, au centre, une esplanade bordée de fondations plus robustes. Les archéologues, en visionnant ces relevés, reconnurent la trace d'une ferme collective, peut-être issue des premiers colons européens, tandis que d'autres anomalies semblaient en remonter à une occupation bien antérieure encore aux bâtiments contemporains. Lors des plongées d'exploration, les scaphandriers découvrirent des murs de pierre partiellement recouverts de calcaire épais. Les blocs, taillés grossièrement, portent parfois des incisions en forme de croix ou de simples lignes parallèles, vestiges de pratiques symboliques ignorées des archives écrites. Des fragments de tuiles en argile, désarticulés par le temps, reposent mêlés à des tessons de poterie indienne à engobe rouge, datés par thermoluminescence entre 300 et 600 de notre ère. Cette coexistence d'indices éclaire une superposition de cultures, où un village colonial s'était établi sur les ruines d'une agglomération autochtone. Les relevés géophysiques les plus récents ont permis d'affiner la chronologie de ce site double. Un module de géoradar haute fréquence a mis en évidence 2 niveaux distincts. Le dôme d'un puits profond creusé par les premiers Amérindiens, aujourd'hui obstrué par des sédiments limoneux, et, quelques mètres plus haut, l'emplacement d'un bâtiment en bois, dont les poteaux pourrissants ont laissé des cavités cylindriques. Ces cavités, parfois alignées selon un schéma rectangulaire, dessinent les contours d'une bâtisse sacrée, peut-être un lieu de rassemblement cérémoniel ou un atelier communautaire. La découverte la plus remarquée reste sans doute celle d'une salle partiellement intacte, dotée d'un sol en pierre plate composé de dalles jointes sans mortier. Dans ce pavage immergé, les plongeurs ont identifié des traces de pigments verts mêlés à du calcaire finement broyé. L'analyse spectrométrique indique la présence de malachite, un minerai de cuivre, probablement réduit en poudre puis mêlé à de la graisse animale pour créer une peinture murale. Pourquoi un tel décor sous l'eau ? Certains chercheurs imaginent que la salle servait de sanctuaire où l'on pratiquait des offrandes à la myopée, à la mémoire des eaux, un rituel censé apaiser les esprits du fleuve. À quelques dizaines de mètres se tiennent les vestiges d'un petit amphithéâtre en gradins de pierre dominé par un autel circulaire. Lorsque la lumière artificielle traverse les eaux troubles, on distingue à peine la forme d'un cercle, comme un cadran oublié. Lors d'un test acoustique, un plongeur fit retentir un petit gong en cuivre. La vibration captée par des hydrophones se propagea dans la cavité sous-marine, produisant un écho long et grave. Ce phénomène, interprété comme une machine rituelle de mémoire sonore, suggère que les habitants d'autrefois ont cherché à inscrire leurs chants et leurs invocations dans la matière même de la pierre et de l'eau. Dans la pénombre, les fragiles lampes à LED des scaphandriers révèlent aussi des objets plus triviaux, outils en fer rouillé, clous de charpente, morceaux de charrue. Ces vestiges attestent des activités agricoles d'un village plus récent, sans lien direct avec les occupations anciennes. L'étude dendrochronologique des clayonnages immergés, préservés grâce à l'absence d'oxygène, situe la construction des hangars en bois entre 1810 et 1810-1835. Ces datations précises complètent dans le récit. La zone fut progressivement abandonnée au début du XIXe siècle, avant de renaître temporairement au moment de l'inondation provisoire pour la construction du barrage. Mais c'est la stratification complexe des sédiments qui fascine le plus. Des prélèvements en carottage montrent, en coupe histologique, une alternance de couches fines de vase grises et de résidus charbonneux. Cette cyclicité révèle un rythme ritualisé. À chaque solstice d'hiver, selon l'hypothèse dominante des palynologues, on versait au centre de l'esplanade une mixture de cendres sacrées et de pollen de tournesol, symbole de lumière et de renaissance. La couche charbonneuse correspondrait alors à l'allumage de feux cérémoniels, consumant des résines aromatiques. Les analyses du pollen identifièrent également des traces de plantes médicinales, achillées millefeuilles, scabieuses et coquelicots sauvages récoltés dans les prairies voisines. Ces offrandes noyées dans la vase témoignent d'un savoir botanico-magique propre aux sociétés anciennes. Des échantillons de résine extraits des fosses sacrificielles livrent des molécules aromatiques identiques à celles que l'on retrouve dans les encens mississippiens, reliant symboliquement Patoka à d'autres sanctuaires du continent. Les légendes, transmises par des familles autochtones de la région, évoquent Constantine Dodra, un pont de l'aurore, un lieu de passage entre le monde des vivants et celui des ancêtres. On racontait qu'à l'aube du Nouvel An, les esprits des disparus traversaient la nappe liquide pour rejoindre leur terre première, guidés par la lueur des feux sacrés. Les anciens rites, bien qu'oubliés, laissent un écho persistant.
Plusieurs plongeurs rapportèrent un léger frisson en approchant l'amphithéâtre englouti, évoquant la présence d'âmes errantes dessous la surface. Face à cette profusion de témoignages matériels et immatériels, la question reste: comment préserver ce patrimoine englouti ? Les autorités ont mis en place un sanctuaire aquatique, interdisant la pêche à l'explosif et les dragages à proximité. Des bouées d'un code de balisage indiquent bientôt désormais les points d'intérêt, pour que les plongeurs agréés n'endommagent pas ces ruines. Des scaphandriers bénévoles ont même installé de petits coffres étanches, renfermant des enregistrements audio et des archives photographiques à consulter sur place via un casque Bluetooth étanche. L'innovation technologique a aussi permis de recréer des visites en réalité virtuelle. Depuis une plateforme en surface, le visiteur peut naviguer dans une modélisation 3D du village submergé, accompagné de commentaires évoquant les usages rituels et domestiques. Mais seules les plongées en personne restituent l'atmosphère lourde et silencieuse de l'eau stagnante où chaque bulle d'air se détache comme un soupir ancien. Au-delà des ruines et des artefacts, c'est la dialectique du vivant et du pétrifié qui intrigue. Poissons-chats, perches et anguilles ont pris possession des murs de pierre, creusant des abris, graissant les reliefs de leur mucus. Certains biologistes parlent d'un sanctuaire trophique, où les vestiges humains offrent un substrat aux organismes aquatiques, fusionnant l'histoire culturelle et l'histoire naturelle en un même continuum. À la surface, la forêt et les prairies bordent à nouveau les margelles du réservoir, dissimulant sous leur frondaison la mémoire submergée. Cependant, un autre mystère nous attend plus en amont, dans la vallée de Sugar Creek, où des alignements silencieux se dessinent à même la prairie, inscrivant un nouveau chapitre dans cette quête des traces antiques de l'Indiana. À l'orée du matin, quand la brume s'éparpille en volutes légères sur la vallée de Sugar Creek, on discerne à peine sous la patine verte des prairies humides une série de lignes dont l'origine échappe au simple hasard. Des monticules de terre basse, espacés à intervalles réguliers, s'étirent comme des rides invisibles en direction du levant. Leurs contours estompés semblent inviter à la marche contemplative, comme si chaque pas guidait l'esprit vers un savoir enfoui. Dans ce théâtre de silence, le paysage devient un livre ouvert, dont les pages sont tracées au plus profond du sol par des bâtisseurs oubliés. Les premières images aériennes, prises dans les années 1970 par un service topographique de l'Indiana, révélèrent un quadrillage fragile, dissimulé sous les herbes hautes. Des photographies infrarouges plus récentes, réalisées par LIDAR, confirmèrent l'existence de 5 rangées parallèles, longues de plus de 200 mètres chacune, délimitant des allées de 5 à 6 mètres de largeur. Ces vestiges, invisibles aux yeux de la plaine, se démarquent dans les nuages de points numériques, dessinant un agencement symétrique qui intrigue autant qu'il fascine. Sur le terrain, ces terrasses basses se présentent sous la forme de bermes légèrement surélevées, bordées de fossés peu profonds. À l'œil nu, on croirait à un simple aménagement pastoral, mais les relevés topographiques montrent une précision remarquable. Chaque talus suit un azimut calculé, se calant selon un axe nord-nord-est, bédouin-ansant sud-sud-ouest. Cette orientation correspond, selon des relevés astronomiques, au lever du soleil lors de 2 solstices majeurs, suggérant une fonction calendricielle soigneusement pensée. Les légendes locales, transmises par les descendants de la nation Miami, évoquent des chemins du silence, lieu de cheminement initiatique pour les jeunes aspirants chamans. On raconte qu'au crépuscule, les bergers prenaient tôt ces allées pour guider leurs troupeaux, loin des loups, tandis que les anciens profitaient de l'alignement des monticules pour repérer les phases de la lune. Ces récits ont longtemps été considérés comme de simples contes, jusqu'à ce que la science vienne confirmer la singularité de ces tracés. Dans les années 1990, une équipe de géophysiciens entreprit une campagne de magnétométrie. Les sondes révélèrent des anomalies linéaires sous les monticules, zones où l'on détectait une concentration de phosphore et de matières organiques. Les carottages effectués au pied des talus mirent en évidence des fragments de charbon de bois et des tessons de poterie à engobe rouge, datés par radiocarbone entre 300 et 600 de notre ère. Ces datations s'accordent avec la transition entre les cultures Hopewell et mississippiennes, période marquée par l'essor de rites funéraires et calendriers cérémoniels. Les tessons, finement décorés de chevrons et de points incisés, portent les mêmes motifs que ceux relevés sur les monticules circulaires de Cane Ridge. Cette uniformité iconographique alimente l'hypothèse d'un réseau cérémoniel étendu, reliant plusieurs sites sacrés de l'Indiana. Les offrandes déposées dans les fossés, graines de tournesol, coquillages perforés,
perles d'ocre, témoignent d'un échange symbolique entre les peuples, mêlant agriculture, cosmologie et mémoire des ancêtres. L'étude archéo-astronomique poussa plus loin l'enquête. À l'aube du solstice d'été, le premier rayon du soleil éclaire le sommet du talus central, traçant un fil lumineux qui s'étire sur toute la rangée. Un phénomène similaire se produit lors de l'équinoxe de printemps, où la lumière se déplace d'un monticule à l'autre comme un messager solaire parcourant le paysage. Cette chorégraphie de lumière et de terre matérialise un calendrier vivant, intégré dans la topographie même de la vallée. Le contexte hydrologique de Sugar Creek ajoute une dimension supplémentaire. La vallée, soumise aux crues de saisonnières, voit ses fossés se remplir légèrement d'eau au printemps, formant un miroitement fugace qui renforce la fonction rituelle du lieu. Les eaux reflets du ciel auraient servi de miroir cérémoniel, doublant les motifs terrestres par leur image aquatique. Les relevés hydrologiques montrent que les talus sont construits juste au-dessus des niveaux d'inondation, garantissant une synchronisation naturelle entre le paysage construit et les cycles de la rivière. En laboratoire, des analyses palynologiques sur les prélèvements de sol mirent au jour une concentration élevée de pollen de peuplier et d'achillée millefeuille, deux plantes associées au rite de purification. Ces essences, souvent brûlées pour purifier l'air, ajoutent une dimension sacrée à l'espace. Au moment des cérémonies, la fumée aurait enveloppé les participants d'un voile léger, masquant partiellement le tracé des monticules et intensifiant l'effet de surprise à la découverte des alignements. Des expérimentations d'archéo-ingénierie tentèrent de reconstituer une portion de ces talus à l'aide d'outils en os et en bois dur. Il fallut plusieurs jours de travail pour atteindre une précision comparable. La pente de chaque bermée, l'épaisseur uniforme du sol déplacé, la compaction mesurée par de légers tatamis. Cette expérience démontra la maîtrise technique de bâtisseurs sans métal, dotés d'une compréhension intime de la mécanique des sols et de l'équilibre des formes. Sur le plan acoustique, des relevés effectués à l'aide de capteurs ultrasons révélèrent un phénomène surprenant. Un son modulé, émis à l'intérieur du fossé, se propage de façon privilégiée le long de l'allée centrale, sans se disperser dans les fossés latéraux. Cette voix de la terre pourrait avoir été utilisée pour amplifier les mots du prêtre ou du chanteur rituel, créant un canal sonore naturel long de plusieurs dizaines de mètres. Les expérimentateurs rapportent une sensation de vertige, comme si la pierre et la terre vibraient à l'unisson avec l'intonation humaine. Aujourd'hui, la vallée de Sugar Creek, longtemps oubliée sous les bois et les prairies, est classée zone patrimoniale protégée. Les promeneurs découvrant par accident les allées héritent d'un émerveillement discret, renforcé par l'absence de panneaux explicatifs. L'atmosphère reste intacte. Seuls les initiés, munis de cartes anciennes ou d'images lidar, peuvent déchiffrer ces lignes silencieuses. Le site fonctionne comme un sanctuaire vivant. Chaque saison révèle un nouveau détail, et l'érosion naturelle ajoute sa touche d'imprévu. Alors que la lumière décline au-dessus de ces talus silencieux, évoquant le passage imperceptible des éons et des générations, nos pas se tournent vers un autre mystère en pierre. Les bassins circulaires de forts anciens nous attendent, promesse d'un chapitre inédit où l'eau et la pierre s'unissent pour écrire un autre vers de l'histoire perdue. À l'orée d'un plateau caressé par le souffle du vent se dressent les vestiges d'un paysage ancien, là où la terre fut façonnée en bassins circulaires à la mesure du cosmos. Fort ancien, site monumental d'argile et de houtes de pierre, dévoile par endroits des dépressions régulières, cercles concentriques charriant les secrets d'une relation étroite avec l'eau. Ces cuvettes, longues de plusieurs dizaines de mètres de diamètre, dessinent à même le sol un labyrinthe fragile, où chaque creux et chaque talus esquissent en une géométrie rituelle. À l'aube, la rosée perle dans ses anneaux, comme si la prairie elle-même se souvenait des grandes cérémonies qui s'y tenaient. Les études historiques situent Fort Ancien entre 1000 et 1650 de notre ère, dans le prolongement des grandes traditions hopewelliennes et mississippiennes. Les vastes monticules de terre, conçus comme des amphithéâtres naturels, dominent les cercles aquatiques, offrant un point d'observation sur l'horizon. Ce plateau, autrefois animé par des milliers de voix, résonne aujourd'hui du silence d'une prairie entretenue par le pas discret des touristes. Pourtant, la terre conserve l'empreinte des structures disparues et les contours géométriques demeurent invisibles, quand bien même la végétation tente de les effacer. Les bassins eux-mêmes, taillés dans la glaise et le limon, surprennent par leur régularité.
Certains mesurent jusqu'à 50 mètres de diamètre, bordés par un cordon de terre surélevé de quelques dizaines de centimètres. D'autres laissent soupçonner un double cercle, où l'anneau extérieur se décale de quelques mètres du centre, évoquant la course de l'astre solaire. Les relevés laser montrent des foyers anciens, petits foyers disposés selon une étoile à 5 branches, situés au cœur même de ces cuvettes. Cette configuration invite à penser à un usage calendriciel et cosmologique du lieu. Les analyses pédologiques menées dans la zone des bassins témoignent d'une stratification singulière. Sous la couche arable, un limon fin alterne avec des dépôts de tourbe et des sédiments argileux plus denses. Cette alternance suggère des épisodes de remplissage et de vidange, peut-être des inondations contrôlées ou des cérémonies de remplissage ritualisées. Les prélèvements révèlent également la présence de pollen de roseaux et de carex, plantes associées aux zones humides. L'eau, volatile et impalpable, devient ici matière sculptée, offerte en offrande au ciel et à la terre. Les traditions orales recueillies auprès des nations Shawnee et Miami mentionnent un cercle d'eau vive, lieu sacré pour le culte de l'eau. Les anciens chantaient pendant des hymnes pour invoquer les pluies et remercier les esprits du fleuve Ohio. Les cuvettes, selon ces récits, servèrent à recueillir l'eau sacrée, symbole de purification et de renouveau. Les initiés, chamans et prêtres, s'y asseyaient, pieds immergés, méditant sous le regard des étoiles, pour communier avec les forces invisibles. Dans les années 1990, une équipe d'archéologues expérimentaux tenta de reconstituer un bassin à échelle réduite, utilisant uniquement des outils lithiques et des techniques traditionnelles. Ils découvrirent déjà la difficulté de creuser une cuvette parfaitement circulaire, sans instruments de mesure modernes. La précision nécessaire pour préserver une profondeur constante, à quelques centimètres près, traduisait un savoir-faire rare. Les tailleurs de sol, armés de houes de bois et de biseaux de pierre, travaillèrent pendant des semaines durant pour atteindre la forme souhaitée, soulignant la maîtrise technique de leurs lointains ancêtres. L'usage acoustique de ces bassins fut mis au jour par des relevés menés avec des enregistreurs hydrophones. Lorsqu'on y verse de l'eau en un point précis, le bruit suit un chemin circulaire, amplifié par la géométrie de la cuvette, pour converger vers le centre. Les chercheurs avancent que cette voie de l'eau servait à projeter les incantations, créant une résonance qui baignait les participants d'une vibration sacrée. Le son, ici, n'était pas un simple phénomène physique, mais un lien tangible entre l'humanité et le caractère insondable de la nature. L'imagerie aérienne récente, réalisée par drone, a révélé dans certains bassins des motifs plus subtils gravés sur le sol durci. Chevrons parallèles, petites croix, anneaux concentriques. Ces symboles, comme des nébuleuses figées, évoquent un langage graphique partagé avec d'autres sites de la culture mississippienne. La peinture murale de la grotte de Wyandotte, sculptée dans le calcaire, portait des motifs similaires, tissant un fil invisible entre l'art rupestre souterrain et les bassins en plein air. L'érosion et l'agriculture menacent désormais ces vestiges délicats. Les labours, autrefois profonds, ont nivelé certains talus, tandis que les pluies hivernales creusent des rigoles sur les berges des cuvettes. Des mesures de conservation ont été prises, installation de drains périphériques, limitation des pâturages, création de parcelles de préservation. Des pancartes discrètes avertissent les visiteurs de l'importance de ne pas pénétrer dans les bassins pour éviter de piétiner le sol sensible. À l'aube, quand la lumière caresse lentement la surface de l'eau stagnante, les bassins reflètent les teintes roses et dorées du ciel. Les reflets denses, mêlant ciel et terre, faisant surgir un univers circulaire inversé. Les premiers rayons effleurent les talus, dessinant des ombres mouvantes, comme un kaléidoscope éphémère. Dans ces instants suspendus, le site redevient vivant, et la parole du passé murmure dans le clapotis doux de l'eau prise par le gel du matin. Les archéo-écologues soulignent que ces bassins, aujourd'hui oasis de biodiversité, abritent des espèces rares de libellules, de grenouilles et de plantes hygrophiles. Ces organismes, sédentaires et fragiles, participent à l'équilibre d'un micro-écosystème unique. L'image d'un sanctuaire de l'eau, où le sacré et le vivant convergent, s'impose d'elle-même. Le site ne se lit pas seulement comme une relique, mais comme un organisme palimpseste mêlant culture humaine et vie sauvage. Au cœur de cette géométrie d'argile et d'eau, le silence devient matière vivante. Chaque vaguelette, chaque bruissement de roseau semble prolonger un chant ancien.
C'est dans ce repos circulaire que se dessine la suite de notre quête, conduisant bientôt nos pas vers les reliques mystérieuses d'Uber Rock, où se dévoilera un nouvel écho du mystère lithique. Au sommet d'une colline isolée, surplombant la vallée encaissée de la White Vine Creek, s'élève Uber Rock, un monolithe de granit noir dont la silhouette massive se détache brusquement sur le ciel. Autrefois, seuls les oiseaux de proie et le vent y posaient ça leur regard avant que des marcheurs curieux ne découvrent, à mi-hauteur, des fragments d'objets taillés et dispersés dans les anfractuosités. Ces reliques, oscillantes entre éclats de pierre polie et éclats de poterie fine, furent interprétées comme les offrandes déposées jadis par une communauté secrète, dont les traces n'apparaissent sur aucune carte officielle. La première mention d'Uber Rock figure dans un carnet de voyage du géologue Edward Fenton, qui, au cours de l'été 1898, grimpa jusqu'aux crêtes pour étudier les affleurements de granit. Il nota dans son journal « Sur la face nord du rocher, des bandes de silex aménagées en demi-lune laissent deviner une intentionnalité humaine. » Ces observations, longtemps oubliées dans la bibliothèque de l'université de Bloomington, furent redécouvertes en 1976 et relancèrent l'intérêt pour ce site hors norme. Les fragments de poterie, par ailleurs, présentent une glaçure sombre et un décor géométrique inédit dans la région. Les tessons, retrouvés enchâssés dans de minuscules fissures du granit, suggèrent donc qu'ils furent placés là délibérément, presque protégés du vent. Les analyses de pétrographiques ont révélé une composition d'argile importée, sans équivalent dans les gisements locaux, renforçant l'hypothèse d'échanges lointains ou d'un voyage rituel effectué par les anciens habitants. Le menhir incliné, principal relief d'Uber Rock, porte des stries parallèles et des cavités circulaires semblables à des mortaises, vestiges probables d'un assemblage avec des supports disparus. Les archéologues y perçoivent un mécanisme de fixation, peut-être destiné à maintenir une poutre ou un autel éphémère. Aucun témoignage écrit n'explique cette architecture fragile et les gravures, en dépit de leur érosion, suffisent à éveiller l'imagination. Pourquoi orner un rocher aride d'un dispositif artisanal si complexe ? Outre les tessons et les mortaises, des éclats de cuivre rougeâtre ont été découverts dans une cavité naturelle, accompagnés de résidus organiques. Les tests isotopiques ont identifié la présence de cuivre provenant de la région des Appalaches, associée à de la résine de pin et du miel sauvage. Un laboratoire de chimie organique conclut à la préparation d'un onguent rituel, peut-être appliqué sur la pierre lors de cérémonies d'offrande. L'idée d'un autel porté par le monolithe, vivifié par un baume sacré, inspire un mélange de révérence et de mystère. Les relevés 3D effectués en 2014 ont permis de mettre en évidence des micro-incisions sur la paroi sud d'Uber Rock. Ces fines gravures, à peine perceptibles, à l'œil nu, dessinent des motifs en chevrons et des lignes brisées, rappelant ceux observés sur les pierres aux glyphes du Hoosier. Cette similitude stylistique évoque l'existence d'un langage lithique commun, transmis de site en site, malgré l'absence de routes identifiables. Le granit, matériau noble et difficile à travailler, devint alors le support d'un code symbolique partagé. La nuit, Uber Rock se pare d'une aura particulière. Les rayons de la lune le baignent d'une clarté argentée, faisant ressortir les gravures et les alvéoles plus nettement que le jour. Les visiteurs racontent avoir perçu dans le silence un léger bourdonnement, semblable à celui des pierres du plateau de Muscatatuck. Les géophysiciens, sceptiques, l'attribuant à un phénomène de piézoélectricité, où la pression exercée par la roche génère un faible courant électrique et une vibration inaudible. Quoi qu'il en soit, cette expérience sensorielle renforce l'idée d'un lien étroit entre la pierre et les forces invisibles. Sous l'effet de l'érosion, de petites cavités se sont formées au pied du rocher, accumulant l'eau de pluie et les débris organiques. Ces bassins naturels ont livré des fragments de coquillages et d'os d'oiseaux aquatiques, indiquant qu'Uber Rock servait également de halte au sein d'un paysage jadis marqué par de vastes zones humides. Le contexte environnemental, aujourd'hui reconfiguré par l'agriculture, était autrefois plus marécageux, reliant symboliquement le monolithe aux eaux sacrées et au cycle de la vie. Une légende, rapportée par un ancien chef de la communauté Miami, évoque un lieu de jugement rituel. Les initiés devaient en gravir Uber Rock, offrir un présent aux esprits telluriques, puis redescendre les mains vides, symbolisant l'abandon de l'ego. Les offrandes déposées dans les cavités naturelles servèrent de pont entre l'homme et la terre.
La mémoire de ce rite, transmise oralement, confère à Uber Rock un caractère liminal, frontière entre le monde humain et le domaine sacré. Les explorations récentes, menées par une équipe d'archéo-acousticiens, ont mesuré une réverbération surprenante le long de la face orientale du rocher. En frappant doucement la surface granitique, on capte un écho modulé par des alvéoles répartis de façon quasi régulière. Cette configuration acoustique suggère un rôle de caisse de résonance, amplifiant des chants ou des incantations. Le son, piégé entre les cavités, se propage lentement jusqu'à l'autre versant, créant un lien sonore entre deux mondes. Les archéologues en herbe ont tenté de reconstituer les outils de taille nécessaires à la création des gravures. À partir de calcédoine et de jaspe poli, ils ont recréé de petits burins capables de tracer des lignes d'à peine 1 mm de largeur. Ces expérimentations prouvent l'extrême minutie du travail originel. Chaque incision reposait sur une connaissance intime des propriétés du granit, un savoir-faire aujourd'hui perdu. Pour protéger le site, un léger sentier balisé a été aménagé, guidant les visiteurs vers Uber Rock sans perturber les écosystèmes fragiles alentour. Des études d'impact environnemental ont interdit l'installation de structures permanentes, préférant la discrétion à la mise en valeur commerciale. Le respect de l'atmosphère sauvage demeure primordial, car c'est dans ce silence habité que se révèle l'essence du lieu. Au crépuscule, les rayons rasants du soleil couchant soulignent les reliefs du monolithe, projetant des ombres longues qui se mêlent aux herbes folles. L'ensemble prend alors l'allure d'un théâtre minéral, où la pierre sculptée joue un rôle de médiateur entre la lumière et l'obscurité. Les reflets dorés éveillent un sentiment d'émerveillement devant l'ingéniosité de ceux qui, des siècles plus tôt, cherchaient à inscrire leurs pensées sur la surface dure et immobile de Uber Rock. Les vestiges dispersés, tessons, éclats de cuivre, incisions, fonctionnent comme des indices fragmentaires, comme un puzzle dont il manquerait une pièce centrale. Peut-être ces offrandes n'étaient-elles que les témoins d'une cérémonie plus vaste, perdue, dont seul le granit porte encore la mémoire. La matière, en se circulant dans le temps, nous invite à reconstituer une histoire silencieuse, faite d'intentions et de gestes minutieux. Notre exploration d'Uber Rock s'achève ici, au pied de cette sentinelle noire, gardienne d'un savoir ancien. Plus loin, dans la lumière déclinante, les sculptures énigmatiques du parc Clifty Falls nous appellent, promesse d'une nouvelle plongée dans un monde où la pierre raconte ses secrets. À l'orée d'un sentier boisé, la lumière filtrant à travers les branches dévoile des parois de grès ocre, ourlées de mousse vert tendre et de fougères délicates. Là, sous la chute d'eau paisible de Lower Clifty Falls, se cachent des sculptures anciennes, presque effacées, dont les formes sinueuses et les motifs géométriques dessinent un langage oublié. Ces œuvres, creusées dans la roche par une main experte, se confondent avec les stries naturelles, comme si la nature et l'homme avaient conspiré pour créer un relief mystérieux. Les premières observations remontent à la fin du XIXe siècle, quand des promeneurs informels notèrent, à la lueur de lampes à carbure, des coupes précises et des bas-reliefs discrets. Les gravures, situées souvent juste au-dessous du niveau de l'érosion la plus courante, ont résisté au ruissellement des eaux et au cycle gel-dégel grâce à une surépaisseur de calcaire déposée naturellement en fines patines. Les archéologues, fascinés par cette résistance, datent les plus anciennes interventions entre 800 et 1200 de notre ère, coïncidant avec l'âge d'or des grandes cultures fluviales du Midwest. Les motifs sont variés. Spirales serrées, demi-cercles concentriques et lignes brisées qui serpentent, formant des îlots de symétrie dans la rugosité du rocher. Certains bas-reliefs évoquent des figures stylisées, oiseaux aux ailes repliées, poissons aux nageoires délicatement ciselées et silhouettes humaines schématiques, bras levés dans un geste d'offrande. D'autres gravures, plus abstraites, forment des réseaux de points et de lignes, comme un code à déchiffrer. Les relevés 3D effectués récemment ont permis de mesurer la profondeur des incisions, entre 2 et 5 mm pour les plus fines, jusqu'à 1 cm pour les plus marquées. L'emplacement même des sculptures suscite l'émerveillement. Elles se nichent dans des replis protégés du courant principal, cachés derrière un rideau de feuillage et à l'abri des intempéries les plus violentes. En période de basses eaux, des bassins temporaires se forment à leur base. L'eau y tourbillonne doucement, reflétant les reliefs comme un miroir ondoyant. Cet effet de double image a probablement été recherché. Les graveurs anciens savaient que le soleil rasait la falaise à l'aube et au crépuscule, projetant un kaléidoscope mouvant sur la surface miroitante.
Plusieurs fragments de charbon retrouvés dans des cavités adjacentes ont livré, par datation au radiocarbone, une fourchette comprise entre 850 et 950 de notre ère. Ces charbons proviennent de petites niches aménagées à proximité des sculptures, où l'on imagine que l'on allumait des braises pour éclairer la paroi lors de veillées secrètes. La fumée aurait accentué la lisibilité des gravures, faisant ressortir la patine claire du calcaire frais par contraste. On découvre également dans ces cavités des miettes de poterie fine, légèrement gravées, qui renvoient à un échange culturel avec des artisans lointains, peut-être originaires des rives du Mississippi. Selon les traditions orales des peuples Shawnee, recueillies lors d'entretiens ethnologiques, Clifty Falls était considéré comme un lieu de passage, une frontière entre le monde terrestre et le monde des esprits de l'eau. Les chamans y gravaient des symboles destinés à guider les âmes des défunts, en complément des cérémonies funéraires tenues en amont, le long de l'Ohio. Les images d'oiseaux stylisés auraient incarné ces âmes en voyage, tandis que les spirales représentaient la fluidité du temps et des mondes parallèles. Les géologues ont fasciné, guidés par le contraste entre la sculpture humaine et l'érosion naturelle, notent que la roche de grès du parc de Clifty Falls se prête mal à la gravure précise. Son grain relativement grossier aurait rendu toute incision uniforme particulièrement délicate. L'usage de burin de silex ou d'obsidienne est donc supposé, outils anecdotiques, mais à la pointe tranchante suffisante pour ciseler la pierre sans la fissurer. Des expérimentations menées par des artisans Nease contemporains ont montré qu'il fallait plusieurs heures pour creuser un motif simple de diamètre 10 cm. L'un des bas-reliefs les plus intrigants se trouve dans une alcôve cachée sous la première cascade. Il représente un cercle presque parfait, interrompu en 2 points, opposés par de petites encoches. Les archéologues y voient un cadran lunaire rudimentaire, calibré pour marquer le passage des phases lunaires via la diffraction de la lumière dans les gouttes d'eau. Chaque mois, à l'équinoxe d'automne, un rayon filtré par un trou naturel dans le plafond projette une lunule lumineuse exactement sur le centre du cercle. Cette coïncidence, documentée par des relevés photographiques depuis 2010, souligne la maîtrise astronomique de ces artisans oubliés. Plus étonnant encore, un réseau de veines ferrifères naturelles traverse la falaise et les graveurs anciens ont habilement utilisé ces lignes sombres comme sillons de leurs œuvres. Les incisions croisent ces veines, créant un jeu de contraste naturel où la pierre la plus sombre se détache derrière la coupe claire du calcaire. Le résultat est une composition visuelle subtile où la pierre elle-même devient partie intégrante du tableau. Les photographies infrarouges, réalisées par drone lors de prospections récentes, ont mis au jour des sculptures invisibles à l'œil nu. Certaines gravures se trouvent juste sous la couche superficielle de lichen, nécessitant des longueurs d'onde spécifiques pour les révéler. Ces images montrent des motifs géométriques jusqu'ici inconnus, confirmant que tout le site n'a pas encore livré tous ses secrets. Pour préserver ces sculptures, les gestionnaires du parc ont interdit l'accès direct aux parois gravées. Un parcours aménagé, équipé de panneaux explicatifs et de points d'observation, permet de contempler les reliefs à distance. Des lampes à LED à lumière froide ont été installées pour simuler la lueur naturelle de l'aube, révéler les motifs tout en évitant les dommages causés par les lampes halogènes du passé. Les biologistes du parc, en parallèle, étudient l'écosystème microbien de la paroi. Certaines bactéries lithotrophes, nourries par la fine poussière de la falaise, semblent coloniser préférentiellement les zones sculptées, là où les gravures offrent des micro-refuges. Des prélèvements montrent que ces colonies bactériennes sécrètent des pigments organiques, parfois colorant légèrement la pierre comme une sorte de lichen miniature. La frontière entre l'œuvre humaine et la vie naturelle s'y brouille, suggérant une cohabitation inattendue. Les légendes locales évoquent des apparitions nocturnes, des formes indistinctes, mi-humaines, mi-aquatiques, dansant derrière la brume autour des sculptures. Les témoignages, difficiles à vérifier, racontent le frôlement d'une robe légère sur la roche ou le murmure d'une voix lointaine. Les sceptiques attribuant ces récits à un phénomène psychoacoustique et à l'atmosphère dramatique du lieu. Pourtant, chacun s'y convient qu'au cœur de la nuit, dans l'obscurité humide, la falaise respire, émettant un son sourd quand on s'approche trop près. Les recherches en archéoacoustique ont capturé ces vibrations. Un capteur posé à la base de la paroi enregistre un grondement profond, oscillant autour de fréquences basses, dès que le niveau d'eau est à son sommet. Les spécialistes hypothètent un phénomène piézoélectrique, où la pression de l'eau dans les fissures de la roche génère ces micro-vibrations. L'effet est amplifié lorsque les gravures creusent l'épaisseur de la paroi, agissant comme des résonateurs.
Pour compléter l'étude, un projet de réalité augmentée guidera bientôt les visiteurs ECOS. Via une application, ils pourront pointer leur smartphone vers la paroi et voir s'afficher, superposés, les motifs disparus sous la mousse, ainsi que des reconstitutions virtuelles des cérémonies anciennes. L'ambition est de restaurer mentalement l'atmosphère rituelle, sans toucher physiquement aux sculptures. Lorsque la brume matinale se dissipe, laissant place à la lumière dorée du soleil levant, les gravures se dévoilent, dans toute leur beauté subtile. Les ombres projetées soulignent la texture et révèlent un univers graphique où chaque trait compte. Dans ce silence habité, l'eau qui tombe en cascade semble prolonger le chant immémorial des sculpteurs, invitant à porter le regard plus loin, vers un nouveau mystère. Les échos invisibles du vieux Fort Wayne attendent désormais d'être découverts.